Allez, on est parti pour ce soir. Je vous mets le son. Comme ça, on vous entend. Parfait. À la suite de la tier list sur les films historiques de l'an dernier, eh bien, cette fois, on part sur un top 5 films tout court. Bon, après, top 5, le terme est là par simplicité. Toujours en bonne compagnie, puisqu'au déjà présent, la dernière fois, est cinéphile, cinéphage même, Chouran, s'est ajouté un deuxième larron en la personne d'Orictès, qui s'est enfin décidé à participer sur la chaîne en dehors de GeoGuessr. Donc voilà, une première fois qu'il y en appelle d'autres, puisque tu vas revenir une ou deux autres tier list, je sais plus, les livres et les jeux vidéo, un truc comme ça, je sais plus. C'est ça, ouais, c'est ça. Les jeux vidéo d'enfance ou de jeunesse, je sais plus comment Ouais, t'avais c'est ça, formulé là. c'est ça. Donc voilà, Je suis toujours... aussi prévu pour celle-là, il me semble. bah, Les jeux jeunesse, enfin, de notre jeunesse même, plutôt. même le top 10 livres, hein, je crois que tu es prévu aussi. Oui, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Ça doit pouvoir se trouver. Voilà, donc toujours plaisir à accueillir un nouveau. Donc voilà, merci à tous les deux d'être venus. Alors je reprends un peu ce que je disais la dernière fois pour ma pomme, puisque c'est moi l'autre, donc j'ai le droit aux excuses. Je suis pas du tout cinéphile, voilà, j'ai eu beaucoup de films dans ma jeunesse, ça m'a gavé arrivé à l'âge adulte, et franchement j'en regarde peut-être 2 ou 3 par an depuis une dizaine d'années, donc voilà, là, j'ai retrouvé un peu le plaisir de le faire, mais j'ai pas le temps. Donc voilà, j'ai envie quand même de discuter avec vous, donc je participe. Donc pas vraiment une tier list pour moi, je sais pas si ce sera le cas pour vous, mais j'ai traité ça un peu différemment des films historiques. J'ai pas trop fait appel aux souvenirs. Je me suis dit plutôt, voilà, quel film je pourrais regarder maintenant avec plaisir ou pour me détendre. Et puis voilà, j'ai pas forcément cherché plus loin parce que j'ai des trucs plus chronophages à faire pour la chaîne. Et puis vous serez là pour nous instruire en profond amateur du 7e art que vous êtes. Voilà. Ah oui, et puis je pense, peut-être que c'est votre cas aussi, autant je lis ou je relis les livres que je présente, autant tous les travaux que je fais sont bossés en amont, autant là j'ai pas du tout regardé à nouveau les films dont je parle, hein. J'ai autre chose à faire, donc il peut y avoir des petits manques ou des approximations, mais voilà, c'est pas non plus le but. Pour le reste, eh ben, on n'a pas forcément les mêmes questions qu'on avait par rapport au film d'histoire, puisque un film c'est un film, il n'y a pas de critères, donc le choix a été libre. Sur le style, sur les époques, films connus, pas connus, peu importe, tout le monde a été libre. Enfin, moi je connais vos choix, hein, vous êtes définitivement not ready pour les miens, mais vous verrez bien. Donc, comme la dernière fois. Notre Eddie pour tous les films Marvel, les 4 Avengers Ah non, pas du tout. Black Panther. Ah non, 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 non. Ah non, pas du tout. Alors, mais rien à voir. Rien à voir. Alors, comme la dernière fois sur les films d'histoire, est-ce que vous avez des observations sur vos choix, sur, je sais pas, les difficultés de la chose, les critères que vous avez retenus, ou sinon vous n'avez rien à dire, hein, mais je vous laisse vous exprimer si vous avez une petite présentation à faire ou comment vous avez orienté vos choix. Je vais peut-être commencer, Ricté, si ça te dérange pas, parce que j'aimerais aussi Ouais, vas-y, effectivement vas-y. répondre à cette question. Bon, bah déjà, j'aurais aimé te parler de peut-être un ou deux films en plus, mais bon, voilà, il faut faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Et pour un petit peu continuer sur ta réflexion un moment, moi aussi, je me suis posé la question sur quels critères je choisissais 5 meilleurs films. Est-ce que c'est des films que j'ai envie de présenter? Est-ce que c'est des films, des grands, enfin, considérés par beaucoup de gens comme des grands films? Est-ce que c'est des films que j'ai envie de revoir? Est-ce que c'est des films, typiquement la question, si je devais prendre 5 films en étant sur une île déserte et que j'aurais que ça à regarder, qu'est-ce que je prendrais? Il y a un peu de tout ça, je pense, dans mon choix. Et je suis content d'avoir un choix assez international parce qu'il y en a de toutes les nationalités. Soit. Et toi, Rites, du coup? C'est un petit peu un mélange aussi. J'ai pas fait strictement un top 5, quoi. J'ai pris un petit peu des trucs qui seraient vraiment dans mon top 5 et quelques films un petit peu moins vus par tout le monde, quoi, pour pas avoir des films, pour pas mettre des films que tout le monde connaît seulement, quoi. Ouais, je Donc, comprends, je ouais. comprends. Ouais, j'avoue que moi, déjà, fallait que j'aille vite parce que pour moi, c'est des trucs. C'est pas que c'est mineur, mais j'ai des trucs qui prennent vraiment beaucoup plus de temps et c'est vrai que je serais même pas capable, sans doute, de faire un top 5 films sans prendre vraiment beaucoup de temps parce que c'est plus t'en regardes ou plus tu consommes des choses et plus tu répètes un peu les mêmes trucs, plus ça te reste en tête. Et c'est vrai que moi, étant un peu un dilettante, ça a été plus compliqué. Ok, bon bah tier list avec invité classique, donc on parle de 5 films chacun, on fait ça à tour de rôle, sous l'angle et la forme qu'on veut. J'ai décidé que ce serait dans l'ordre alphabétique, peu importe, hein, donc Chouan, Rictès et moi. Et puis bah, on mettra une affiche et 2 images du film pour un petit peu la gueule que ça a.
Donc voilà, 15 films, je pense qu'on en a pour une bonne heure et demie à mon avis, donc voilà, on va essayer de tenir le timing, et puis si on dépasse, tant pis, puisqu'on a toujours tendance un petit peu à discuter autour de ça. Allez, en avant, donc on commence, hop, transition est faite, on commence par toi. Alors oui, petite chose aussi, j'ai fait, avec ce que vous m'avez envoyé dans l'ordre, entre guillemets, alors autant Aurites m'a filé ça dans l'ordre, donc ça va, autant Chouan, tu m'as filé ça un peu en global, donc j'ai essayé de me démerder, et tu m'excuseras si c'était pas forcément l'ordre des 5 que tu aurais voulu. Ah non, c'est Voilà. pas grave. Mais je sais pas s'il y avait il y avait des noms sur les fichiers ou pas, en fait, que je t'ai envoyé. Je suis pas Normalement, sûr. c'était affiche, nom du film, et puis nom du film 1, nom du film 2. Ah ouais, bon écoute, j'ai pas trop eu Comme ça, je laisse- Ah, le temps de regarder et tout, j'avoue que j'ai fait un peu merde. en masse quoi. Mais Je pensais que ça serait comme ça. J'aurais dû faire un dossier, ça aurait peut-être plus facile. bah ou peut-être les mettre à la suite en fait, Ah. pas en tu sais un par un quoi. Bon écoute, Je ferai un WinRAR la prochaine fois. c'est pas très grave. Allez, vas-y commence, Goodbye Lénine. Alors, Goodbye Lenin qui est sorti en 2003, un film qui dure 2 heures et que j'ai vu au cinéma à sa sortie. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais il y a rien qui s'affiche sur le stream. Si, ça s'affiche. Alors c'est que c'est Et chez je l'ai aussi. C'est que c'est chez Je vais rafraîchir. Exactement. Et donc je l'ai aussi revu récemment, parce qu'il s'avère que j'ai montré 2 films allemands à ma femme, c'est La Chute et Goodbye Lenin. Et je veux dire que dès les premières secondes, l'émotion est revenue. Honnêtement, quand je l'ai revu donc l'année passée, ça faisait 20 ans, donc vous m'excuserez, je l'avais oublié. Mais dès que j'ai réentendu les quelques petites touches de piano qui reviennent en fond dans le film assez souvent, je veux dire, l'émotion est revenue. Alors de quoi ça parle rapidement? Donc le film se passe entre 1989 et 1990. Donc Alex, que vous voyez sur l'affiche, vit avec sa mère Christiane, sa sœur Ariane et la fille de sa sœur. Et le père est parti, ils vivent en Allemagne de l'Est, et le père est parti à l'Ouest en 78. Et ça a créé un énorme choc émotionnel pour la mère, qui ensuite s'est donné corps et âme pour le Parti communiste est-allemand. Et bon, comme vous en doutez, on est en 89, on est quand même à 2 doigts de la fin. Et en fait, à un moment, elle voit son fils se faire arrêter, parce que lui, il participe à des manifestations anti-gouvernementales. Et le choc de voir son fils se faire emmener lui cause une crise cardiaque et elle tombe dans le coma. Un coma qui va durer 8 mois. Alors, dans ces 8 mois, il va se passer beaucoup de choses. Entre autres, la chute du mur et la fin du régime est-allemand. Et sauf que, de nouveau, quand elle se réveille, le médecin annonce à son fils que le moindre choc pourrait probablement la tuer. Et donc commence tout un travail de mensonge, de propagande de la part de son fils, pour essayer de lui faire croire que le régime est-allemand a survécu. Il se passe tout un tas d'autres choses dans le film que je ne vais pas divulgacher. Mais c'est voilà, peut-être que tu pourrais montrer. Il y a une image qui est très iconique. Ah oui, bien sûr, oui, excuse-moi. C'est la fameuse image où la statue de Lénine déboulonnée apparaît devant elle, portée par un hélicoptère. C'est pas vraiment un spoil dans le sens où, quand le film est sorti à l'époque, cette image a été partout. C'est l'image la plus emblématique, comme si Lénine venait lui dire au revoir une dernière fois. Oui, et puis autant on connaît pas. Alors, enfin bon, moi je l'ai vu, mais autant on connaît pas forcément le scénario du film et ce qui va se passer, autant une partie est écrite puisqu'on connaît la fin du régime communiste. Hein, donc c'est très drôle de voir effectivement le fils se démener à essayer de faire des faux JT. Voilà, là on le voit derrière effectivement une énorme affiche Coca-Cola pour essayer de faire croire que c'est Coca qui va investir en Allemagne de l'Est, par exemple dans un des reportages. Je sais pas de dire grand chose de plus sur ce film de nouveau sans parler du scénario. Juste que je l'ai trouvé extrêmement bon. Il est très très touchant. Moi honnêtement, quand je l'ai revu, ça m'a très fort touché. Plus âgé maintenant, donc le côté la famille, les pertes, les regrets, tout ça, je comprends ça un peu mieux, en tout cas d'un œil nouveau. Et la musique est splendide. Elle est vraiment splendide. C'est relativement simple, c'est souvent au piano, mais elle m'avait profondément marqué. Et pour finir, parce que je vais pas non plus durer 200 ans là-dessus, je trouve très drôle. Donc l'acteur qui joue Alex s'appelle Daniel Brühl. Il était dans d'autres films, il était entre autres dans Inglourious Bastard, mais ce film lui colle à la peau. Il y a une compilation sur YouTube assez amusante où il cringe parce qu'en gros,
à chaque fois qu'il est dans une convention, tout le monde lui pose une question par rapport à ce film. Il est en mode, mais vous savez, j'ai joué dans d'autres films. Il est un peu dépité. C'est un petit peu ce film a marqué sa carrière, je pense. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Toi, Hubert, si tu l'as vu, je sais pas si tu as peut-être quelque chose. Ouais, je l'ai vu. Non, non, bah, c'est comme toi, hein, ça fait très longtemps, parce que j'ai dû le voir, tu sais, à l'occasion d'une diffusion sur Canal il y a 20 ans, quoi. Mais c'est un film qui mêle deux choses. C'est vrai que c'est à la fois le nostalgie, un peu la fin du monde est-allemand, et puis cette histoire un peu d'amour, de sacrifice, je veux dire, de tout ce que fait un fils pour sa mère. Pour effectivement lui épargner cette déconvenue-là. Après, je me souviens plus de la fin, j'imagine que c'est happy end et tout ça, mais c'est... Oui, c'est Doux un amer. bon film. Doux amer. Ah ouais, oui, j'avoue que je me souviens plus. Je me souviens plus. Bon, la maman finit par mourir et en fait, le jeune Alex, qui était passionné par les cosmonautes, envoie ses cendres dans une fusée, bon, dans le ciel, pas dans l'espace forcément. Et voilà, ça mélange Oui, un c'est peu vrai tout. que Un dernier au revoir à sa maman et au régime est-allemand. c'est vrai que Zieglo en parle et je j'ai pas voulu t'interrompre pour ça, mais comme film allemand, effectivement, il y avait aussi La vie des autres qui est un petit peu sur ce même thème du monde est-allemand avec ce type là qui travaille pour la Stasi et espionne tout le monde autour de lui, voilà. Donc, qui avait eu un sacré succès aussi à l'époque, qui semblait marquer un renouveau du cinéma allemand qui a complètement disparu par la suite, voilà. Soit, Ritas, tu l'as vu toi ou pas? Alors, je l'ai vu, mais pas en entier. J'ai dû le voir au collège ou au lycée, je sais plus, mais j'ai pas vu la fin en fait. Putain, tu lis pas les livres complètement, tu finis pas les films, c'est incroyable. Ouais. Ok, allez, on Bah, écoute, enchaîne. ça vaut le coup encore de voir. Pour la Ouais, petite scène finale, c'est pas un je l'ai mauvais pas film. fait. Après, est-ce que je me remettrais ça c'est pas trop. Je suis dans d'autres dispositions qui font qu'effectivement, j'aurais peut-être tendance à zapper, tu vois. C'est peut-être le côté YouTube Short, on est devenu zinzin, alors il faut qu'on regarde les films en 10 minutes. Mais je sais pas Mais si. je vais conseiller d'autres films qui sont plus longs, mais c'est Goodbye Lenin dure 2 heures, si je dis pas de bêtises. Et Ok, c'est vrai que bah, maintenant les gens ont plus la patience. Vas-y, je te laisse. à toi, Rick, pour un bon film de zinzin avec un bon acteur bien zinzin qui aurait pu figurer dans les dossiers Epstein. Zinzin au plus haut point, ouais, carrément. Donc, Aguirre, la colère de Dieu en français, donc Der Zorn Gottes en allemand dans le texte, de Werner Herzog, avec du coup Klaus Kinski dans le rôle principal. Donc, avec sa tête que vous voyez sur l'affiche de Zinzin, effectivement. On est au XVIe siècle en Amérique du Sud. On aurait pu mettre ça dans la tier list des films historiques C'est d'ailleurs. vrai, c'est vrai. Et on suit une expédition espagnole qui s'enfonce dans la jungle amazonienne à la recherche de l'Eldorado. Et le personnage d'Aguirre, du coup, le personnage principal, qui est un espèce de capitaine conquistador ambitieux, qui va, au fur et à mesure des événements, se rebeller et prendre le contrôle de la troupe. Et en même temps sombrer de plus en plus dans la folie au fur et à mesure de l'expédition. Zieglo demande c'est de quelle année? C'est du quoi, Et début des années 80, j'ai non? noté, non, c'est 72. Ah merde, putain, tu vois, je voyais ça 1972. plus récent. Donc, bah, c'est bien que tu aies mis cette image-là, parce que c'est une image de la séquence d'ouverture du film, et je trouve qu'il vaut le coup d'être regardé, rien que pour cette séquence déjà, qui est magnifique, où tu vois toute la troupe, tout le défilé de la troupe, donc les conquistadors, leurs auxiliaires indigènes, les animaux de trait, les animaux du garde-manger, les canons, qui descendent les Andes pour pénétrer dans la jungle, justement, avec la musique atmosphérique de Popol Vuh en nimbe là-dessus, qui est comme les nuages qu'on voit en fait, c'est magnifique je trouve. Et pour le reste du film donc, c'est vraiment en même temps, donc un très beau rendu de ce que pouvait être l'expérience des conquistadors dans ces expéditions, parce qu'il y a eu c'est pas une expédition forcément réelle, je crois, celle qui est présentée dans le film, Non, mais je mais il crois y que a eu des je crois expéditions que c'est très de ce type. inspiré. Je crois que c'est inspiré d'un truc réel, hein. C'est inspiré d'expéditions réelles. C'est pas le compte rendu d'une vraie expédition, mais c'est inspiré d'expéditions réelles des années 1560, je crois, dans ces eaux-là, qui partaient comme ça dans la jungle à la recherche de l'Eldorado. Et je trouve que ça rend très bien compte de ce que ça pouvait être.
Bah, Historiquement, c'est pas de la reconstitution, mais c'est pas super déconnant non plus, quoi. Ça fait assez authentique et c'est aussi une super étude de personnage, en fait, sur ce personnage d'Aguirre qui, on le voit vraiment, entrer de plus en plus dans la folie au c'est une fur et à espèce de mesure métaphore, c'est ça, c'est l'espèce qui se d'entrée dans perdent la dans la jungle, jungle, quoi. voilà, c'est ça, c'est l'entrée dans la Ils jungle et se l'entrée perdent en dans la même temps folie. dans la jungle et dans sa tête, en fait. Voilà. Et Klaus Kinski, bah, il est parfait pour jouer ce rôle forcément parce qu'il était Ah sacrément bah, taré. naturellement cinglé, ouais. Donc Mais il me semble que Herzog l'a fait sortir d'un asile de fous, littéralement, pour tourner son film. C'est possible, je crois je que trouve, de mémoire, le tournage a été absolument atroce. J'ai plus toutes les anecdotes, ouais, mais L'histoire du making-of du film est limite aussi intéressant que le film, j'ai l'impression, parce qu'elle allait être un ils ont fait cauchemar. plusieurs films, ils ont fait 2 films, dans la jungle, parce qu'il y a aussi eu, Fitzcarraldo ouais, avec c'est ça. Kinski et de Herzog et les 2 tournages ont été très compliqués, apparemment. Oui, oui, bah, il y a des gens qui ont... Après, la légende veut qu'il y a un chef indien local qui a carrément proposé à Herzog de liquider Kinski une fois pour Je toutes. C'est ça, tout crois, à je fait, ouais. crois, je crois, ouais, je crois que c'est un des mecs sur C'est le montré tournage, ouais. dans un documentaire, je crois, Ouais, ouais. ouais, ouais, effectivement. Oui, j'ai quelques souvenirs d'anecdotes. Ouais, le film est sympa. Il est un peu long, dans combien de temps il dure, je sais plus. Je vais pas noter combien de temps il dure, il est pas non plus, super, super long, je crois, C'est mais peut-être c'est que juste qu'il c'était. Il est un petit peu traînant et Ouais, atmosphérique, quoi, c'est donc ça. il Ouais, faut c'est peut-être peut-être faire ça mon attention souvenir, après ce effectivement. moment-là. Ouais, c'est peut-être ça le côté un peu langoureux, lancinant, effectivement, Ça, ouais, qui m'a donné cette impression. Ouais. Ok, oui, c'est le genre de film qui passe sur Arte tous les 2 ans à peu près. Mais possible. Bah, ouais, c'est allemand en plus, alors, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ouais, non, bon film et puis ouais, vraiment très spécial, très particulier dans son histoire et ouais, dans sa structure et dans son rendu. Ouais, c'est vraiment. Et puis l'acteur, ouais, effectivement, est parfait. T'en avais jamais entendu parler, Ziglo? Bah voilà, écoute, t'es pas venu pour rien. Tant mieux, hein, heu, c'est le but, c'est le je le but. recommande. Surtout si jamais ça intéresse, Zieglo ou quelqu'un d'autre, les histoires de conquistadors, d'aventuriers, d'exploration à cette époque-là, c'est vraiment un film sympa à voir. Ok, bah écoute, bon choix, bon choix, bon choix. Allez, on enchaîne avec moi. J'étais obligé de commencer par l'Italie, le parrain deuxième partie, parce que oui, c'est pour ça que je choisis la deuxième partie. J'aime bien le premier, beaucoup moins le 3, mais j'avoue que je peux me retaper le parrain 2, disons ça comme ça, même si on dit deuxième partie, on s'en fout. Alors que c'est long comme un jour sans pain, puisque le film date de 74 et il dure 3h20, je crois. Bon alors Ouais. pourquoi? Bon, c'est un classique, hein, je pense que tout le monde s'en doute un peu. Pour moi, ça transcende le film purement de mafia, même si le 1 aussi est plus que ça. Hein, c'est un film sur la famille, sur l'Amérique du temps, voilà, mais c'est un film qui a beaucoup d'autres choses à dire. Mais là, avec le 2, on est plus sur une épopée historique qui va parler globalement de plus de choses, qui va aller rechercher les racines des personnages, resituer la difficulté de l'immigration européenne aux États-Unis, la construction d'une nation. Il y a beaucoup de choses. Et puis, on va dire la thématique principale, un des sujets qui est peut-être les plus ressassés dans la littérature et le cinéma, c'est la solitude du chef. Non, les bandeurs de criminels, non, Ziegler, c'est plus que ça. C'est l'aspect criminel et effectivement le cadre dans lequel dans lequel on peint la toile, mais c'est plus que ça. C'était déjà aussi le cas du 1, c'est entre le crime organisé et la satire du capitalisme américain dans lequel ce crime-là évolue comme un poisson dans l'eau. Donc pour raconter rapidement, ceux qui ne savent pas, on commence tout début 20e en Sicile, où le jeune Vito Andolini voit son père, son frère et sa mère se faire buter par le don du coin de Corleone. Donc il va devoir aller aux États-Unis, devenir Vito Corleone, et puis on va le suivre dans les années 20, incarné par Robert De Niro, pour donc devenir le don qu'il sera par la suite, que sera Marlon Brando dans le premier, avant qu'il ne retourne en Sicile pour buter le vieux qui avait flingué toute sa famille. Et en miroir, puisque le film est découpé entre deux trames, on suit Michael Corleone, donc le fils de son père, donc Don contemporain en Italie, en Italie en Amérique, qui est incarné par Al Pacino, où là effectivement on a des aventures plus mafieuses entre New York et Cuba, qui sont pas inintéressantes non plus, avec tout l'aspect notamment familial avec son frère Fredo. Et c'est pour ça que je parle de cette solitude qu'on retrouve dans l'avant-dernière scène, et puis j'aime bien la fin aussi, même si elle est un petit peu facile, où tu as toute cette réunion familiale quelques années avant les événements du premier film, où tout le monde est là,
Et puis ça fait écho à tout ce qui se passera, puisque c'est la fin de la scène où pareillement Michael est seul, comme écho un peu au second film. Alors c'est vrai, je reconnais, je suis pas impartial sur l'aspect rital. Ce que je préfère dans le 1, c'est quand Michael est en Sicile, voilà, c'est comme ça. Et je trouve que le 1, qui est pourtant plus jeune, seulement de 2 ans, est vachement plus cheap. Peut-être que c'est une question de budget, je crois que le 1 avait un budget beaucoup plus serré que le 2. Et c'est vrai que le premier a une histoire plus intéressante dans sa genèse, le choix des acteurs aussi. Ceux qui ne savent pas, vous saurez qu'on aurait pu avoir Alain Delon à la base en Michael Corleone, mais malheureusement il parlait pas assez bien l'anglais. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes. Et puis bon, la musique, le logo du Pantin, tout ça, ça fait partie des trucs les plus connus du cinéma. Moi, je reste quand même avec le 2, parce que même si c'est qu'une suite. Alors c'est pas un film confidentiel, je le sais bien. Le 1 déjà avait été un succès énorme, gigantesque dans le monde entier, qui avait fait des millions d'entrées en France, plein d'Oscars. Le 2, qui est généralement estimé supérieur, a beaucoup moins bien marché en salle, mais il a été oscarisé jusqu'à plus soif. Et voilà, je le trouve beaucoup plus abouti à tout point de vue. Alors effectivement, quand je le voyais gamin, le film avait 25 ans. Aujourd'hui, bon, il a 50 ans. Peut-être que les plus jeunes vont trouver qu'il a pris un bon coup de vieux. Mais comme c'est pas non plus un film à grandes explosions, je pense que ça vieillit moins mal et que ça peut toujours être regardé comme Akir ou La colère de Dieu. C'est pareil, le film a 50 ans, mais parce que le temps passe finalement. Donc quand on regardait ça, les films avaient 20 ans et on se disait déjà que c'était vieux. Aujourd'hui, ils ont 50 berges, donc c'est sûr que ça peut avoir pris un petit coup de vieux, mais c'est pas juste un film de mafia. Voilà, à mon sens, il y a quelque chose de... C'est un cadre. Effectivement, tu vas prendre le livre de Mario Puzo, tu racontes quelque chose sur la mafia, mais de la même façon que Gomorrah peut être un petit peu plus qu'un film sur simplement les organisations criminelles de l'Italie du Sud et leurs différentes ramifications. Tu choisis ta toile et ensuite tu peins ce que tu veux par-dessus. Voilà pour moi. Bon, j'imagine que vous l'avez vu. J'ai vu le premier, mais je n'ai pas vu le deuxième. Oh, c'est pas possible. Et j'ai hésité à mettre le parrain premier du nom, mais je ne m'en souviens pas. Enfin, j'aurais dû le revoir, quoi, parce que Ouais, je comprends. le souvenir s'est un petit peu estompé avec le temps. Je trouve que pour moi, le souvenir du 1, c'est beaucoup plus estompé que le souvenir du 2. Et le 1 est un bon film. Je le trouve plus limité que le 2, que je trouve vachement plus abouti, personnellement. Mais bon, après, question de choix, je trouve que ça... Moi, j'ai beaucoup plus regardé le premier, par contre. Ouais, je comprends. Moi, J'aime énormément les deux, mais le premier m'a plus marqué quand même. Ah ouais, moi je trouve le 2 supérieur avec toute cette partie vraiment de l'immigration italienne dans ces années 20 et compagnie. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé, je sais pas, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus instructif. Voilà, même si ça reste du cinéma, un art de la fiction. Ok, allez, à toi Chouan. Ah oui, déjà, oui, putain, ça va vite, je pense. Putain, sorry. Bon, ça va aller très vite de toute façon. Voilà, Sacré Graal des Monty Python, qui est sorti en 1975, un film de 1h30. J'ai beaucoup hésité entre celui-là et La vie de Brian, j'ai failli mettre les deux, mais au final, si je devais en choisir un des deux, je pense que ce serait celui-là. Écoute, c'est un classique. Bon, c'est de l'humour anglais, c'est un classique des Monty Python. On aime ou on n'aime pas. Mais pour raconter, si on peut vraiment raconter l'histoire, parce que c'est quand même souvent c'est très dur. Sketch, c'est très dur avec les comédies et les films humoristiques de raconter réellement une vision très parodique de la quête du Graal du roi Arthur. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est drôle. On n'est pas là pour le scénario, on est là pour se bidonner, quoi. Et c'est un film qui est une référence. Ça a été référence. Enfin, en tout cas, peut-être pas nécessairement Sacré Graal, mais ça a été référencé les Monty Python par des tas d'autres comédiens, par les Simpsons, par South Park, par Dr House. Il y a eu des références dans des jeux aussi. La deuxième image que j'ai présentée, il y a eu récemment un crossover avec Magic. C'est rempli de répliques cultes. Voilà le fameux combat contre le Chevalier Noir où il dit ce n'est qu'une égratignure alors qu'il vient de perdre son bras. J'ai pas grand chose à dire. C'est classé comme un des meilleurs films comiques de tous les temps et peut-être une des meilleures comédies britanniques jamais faites. Si vous l'avez pas vu, et ainsi que La vie de Brian, j'ai un coup d'œil, quoi. Je trouve que c'est délirant. En plus, c'est un film qui a été fait avec un tout petit budget, qui est aussi un peu entouré de certaines légendes. Alors, en gros, si j'ai bien compris, la légende, c'est qu'ils n'avaient même pas assez d'argent pour louer des chevaux.
Et donc, quand il se déplace, on entend un touc, touc, touc. En fait, c'est juste les écuyers qui tapent dans des noix de coco. Et en fait, ça devient un point intégral du film. Parce qu'au tout début, on lui demande, mais d'où vous avez des noix de coco? L'Angleterre médiévale, ça n'a absolument aucun sens. Et tout ce petit dialogue qui est complètement absurde au début du film, finalement a un payoff vers la fin du film, devant le pont de la mort où le mec te pose 3 questions et si tu te trompes, t'es balancé dans un ravin. Bref, je raconte ça comme ça n'a absolument aucun sens si t'as pas vu le film. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, comme j'ai dit. Alors, Je savais que celui-là il irait très très vite parce que moi, c'est je du l'ai lourd. vu, et je sais pas, Orites, tu l'as vu, toi? Ouais, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais gosse. Je le regardais très souvent quand j'étais petit. Alors moi, je l'ai vu, je dois reconnaître que ça ne... Même sous la torture, je crois que ça me ferait pas rire. Ah Je... ouais, c'est vrai? Ah non, mais alors j'y reviendrai parce que j'ai 2 comédies par la suite et je suis pas très sensible au. Mais en plus, je le dis, et je suis pas très sensible au sketch et à l'humour verbal et compagnie. C'est pas ce qui me touche le plus. Et mais j'y reviendrai, j'en reparlerai à l'occasion de 2 autres films. Et c'est pas ce qui me fait rire en fait. C'est autre chose. De toute façon, je dois être un peu un triste cire. Je ris pas beaucoup, mais je suis pas trop un mec du rire en fait. Voilà, c'est assez particulier. Plus un mec du sourire et de l'hilarité cérébrale en fait. Mais Je sais pas, quand est-ce que tu l'as regardé pour la première fois aussi? Moi, c'était quand j'étais gamin et du coup, Ouais, pareil. l'humour absurde comme ça m'a beaucoup fait rire quand j'étais jeune, du coup. ouais, je comprends, je comprends. Non, mais de la même façon, je sais pas que tu vois, on parlait de la quête du Graal, un truc comme Camelot que j'ai vu forcément quand ça sortait et tout ça. Donc ado, c'est pareil. J'aime beaucoup. J'ai absolument rien contre, mais c'est pas un truc qui me fait rire. Je peux regarder, ça me Alors, divertit. Mais c'est pas, il s'agit pas de comparer les deux, hein, mais je veux dire, ce qui me fera rire, c'est pas Perceval qui fait, je sais pas quoi, ses phrases c'est à la pas con. faux. Ouais, Voilà, c'est ouais. pas faux, c'est pas faux. Je peux te dire que tu peux me péter la gueule, je rirai pas. Hein. Vraiment, hein, tu peux me percer Non, les mais au genoux à bout coups d'un de. moment. Donc voilà, c'est. Ouais, peut-être que. Y a-t-il un pilote dans l'avion ou même. Putain, comment ça s'appelait Ah, comment, ça c'est encore style particulier. Mais il y a comment ça la s'appelait trilogie des Naked Gun, j'ai failli les mettre aussi, les trucs Non, mais américains avec Lexi machin. cette merde avec Charlie Sheen. Comment ça s'appelle Two euh, and, Two and a Half Men, bon ça c'est une série ça par Non, non, contre. non, 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 Non. non, non, les films Hot Shot. Hot Shot, ça peut me faire rire, c'est aberrant. Hmm. C'est aberrant. Alors que c'est ridicule. Bref, bon, soit. Mais Mais moi, pour le coup, je suis un très 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 bon public. Hein. Il y a vraiment très peu de choses qui me font pas rire. Mais Camelot, par exemple, ben, ça me fait plus sourire que rire. Hein, c'est pareil, j'aime beaucoup. Mais ça va pas provoquer l'hilarité que j'ai ouais, eue je comprends, je comprends. devant Sacré Gall où Je je dois mettre comprends. le film en pause et genre pour mon soupe parce que j'en peux plus, quoi, tout simplement. Mais bon, J'entends, voilà. j'entends. Non, mais c'est C'est particulier, les goûts hein. et les couleurs aussi. Voilà. L'humour, effectivement, Ouais, c'est ce qui est c'est plus tellement. subjectif, En je fait, ça va pense. tellement loin, entre guillemets, dans l'absurde, que soit tu y es complètement sensible, soit je pense que tu y seras beaucoup plus insensible. C'est un peu tout ou rien, à mon avis. Mais comme tout ce qui est un peu excessif, je pense. Mais bon, c'est juste mon expérience personnelle. Après, rien à foutre. Hein. C'est pas, y a pas de souci. Ok, allez, à toi, Rites, avec Tiong Tong Tong, Tiong Tong Tong. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un truc de chinois. Ouais, je saurais pas le dire non plus, mais du coup, les 7 samouraïs de Kurosawa. Ah, j'ai toujours pas Bon, vu. après le parrain, pareil, on n'est ni sur du confidentiel, ni sur du très récent, puisque le film date quand même de 54. Donc, film assez connu quand même, normalement. Ça raconte donc à la fin du XVIe siècle, à la période du Japon Sengoku, donc le Japon qui était en proie à des guerres constantes. Un village de paysans qui est régulièrement rançonné par une troupe de bandits décide d'engager des samouraïs pour aider à assurer sa protection contre les bandits, en fait. Et donc, on va suivre toute cette aventure dans un premier acte de rassemblement de l'équipe de samouraïs, puis ensuite comment les samouraïs vont organiser la défense du village en y intégrant les paysans, justement. Et c'est un très long film, là, pour le coup, enfin, un très long, 3 heures, mais on voit pas tellement ça passer au final. Ça se regarde très très bien. Euh, Il y a un côté très classique qui, je trouve, fait un petit peu penser à une épopée dans la construction de la narration, en fait, avec d'abord toute cette phase de rassemblement de l'équipe de samouraïs, de préparation en amont de la bataille, puis toute une série de combats qui sont des péripéties de l'aventure, en fait, au fur et à mesure.
Donc, comme je le disais, on voit pas vraiment le temps du film passer, ça se regarde bien. Les acteurs ont un jeu très expressif, qui est peut-être dû à l'époque, qui est je sais pas comment s'est construit l'histoire du cinéma japonais, mais on sent que peut-être il y a eu du théâtre ou un héritage du théâtre dans le jeu des acteurs, mais c'est pas forcé. Et ça permet de bien développer chaque personnage du film. Que dire de plus pour vanter le film? La composition des plans, elle est toujours très belle. Il y a un choix du noir et blanc, alors qu'on avait déjà des films couleurs à l'époque, qui sublime le combat final qui se passe sous la pluie. Donc sous la pluie en noir et blanc, ça donne des scènes très intéressantes à regarder. Voilà, sinon, un film qui, d'un point de vue entre guillemets «historique» à nouveau, est aussi une étude de l'histoire de la société japonaise de cette période de transition, avec comment dire? Le crépuscule des samouraïs qui s'annonce et les paysans, au final, qui sont les vainqueurs de l'histoire. Et même s'il y a encore une division très nette qui est rappelée dans le film, des classes entre paysans et samouraïs. Et donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis je pense, alors je l'ai pas vu, par contre je sais pour avoir vu Ouais. les autres qu'il a quand même une postérité dans le cinéma américain, puisque Il y a aussi une grosse voilà, postérité, les oui. 7 mercenaires, les Les sept Magnificent mercenaires, ouais. Seven, Je- je crois qu'ils en ont fait j'ai pas vu les sept mercenaires par contre, je sais pas ce qu'il vaut, mais Moi je l'ai vu, par contre je crois qu'ils en ont fait un remake il y a quelques années que j'ai pas vu pour le coup, parce que bon ça m'intéresse beaucoup moins, mais le film doit dater des années 60 je pense, la version américaine, qui est exactement la même, hein, c'est en gros je 7 crois que cow-boys. j'avais vu ça, ouais. Ouais, c'est 7 cow-boys qui doivent défendre un village, pareil, attaqué par les méchants, et puis voilà. Mais je crois qu'ils en ont fait un récent. Après, je sais pas. Je ne sais plus, pour le coup. Mais bon, comme ils font des remakes de tout, j'imagine que je dois pas me tromper et que c'est bien le cas. Mais ouais, c'est. Non, mais intéressant. Après, c'est vrai que bon, faut être sensible à une certaine Faut pas se laisser ancienneté. effrayer par la longueur du film, du coup, parce que vraiment ça passe tout seul. Et c'est plein d'aventures, quoi, au final. Ouais, je comprends, je comprends. C'est trop ancien pour que ça me passionne. Pas le temps. Mais ouais, très bien, très bien. Et puis oui, de fait, son synopsis est vachement porteur, ce côté un peu les héros qui vont défendre les villageois et compagnie, c'est assez sympathique. Soit, ok, allez à moi. Et là, on passe du tout au tout, puisqu'on va parler des démons de Jésus. Hmm. Alors, j'ai dit que c'était pas forcément les plus grands films, mais là, ce que je peux regarder tout de suite avec plaisir. Donc voilà, je suis un homme simplet et un enfant des années 90, parce que tous les films suivants quasiment sont des années 90, peu ou prou. Donc, Les démons de Jésus, film donc de 1997 qui dure 2 petites heures. Film de Bernie Bonvoisin, qui est le chanteur de Trust, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'on n'a pas fait d'ailleurs des tonnes. Alors, les qualités cinématographiques du film, faut pas me demander, je ne sais pas si le travelling est figuratif des anxiétés du personnage, mais ce que je sais, c'est qu'on a un gros casting et des scènes mémorables dans un scénario de déglingo qui se tient pas vraiment. Donc vous voyez à l'affiche José Garcia, Elie Moon, Martin Lamotte, Marie Trintignant, paix à son âme, Thierry Frémont, Victor Lanoux, Patrick Bouchité, voilà, la fine fleur montante et descendante des comédies françaises. Vous voyez ça à l'affiche, donc à savoir ce que ça raconte. En gros, ce sont des gitans banlieusards dans les années 60, donc chômeurs, alcoolos, tout ce que vous voulez, toute une famille de semi-marginaux qui vivent de petites combines et qui vont se retrouver aux prises avec la famille de Rital d'à côté, mais bon, entre autres choses, ça n'a pas grande importance. Il y a tout un ensemble de scènes qui sont là pour le coup, je pense que après 2-3 verres, ça peut me faire rire quand même. La scène de la tosserie avec Martin Lamotte, Elie Moon et Nadia Fares dans le bar, tout ça, je trouve que c'est assez drôle. Voilà, bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais vous ne pouvez pas passer un mauvais moment. Ceci étant, ce serait pas du Bernie Bonvoisin qui est un gauchiste contestataire s'il n'y avait pas un message aussi avec.
C'est pas juste un film avec des gentils cas sociaux qui vivent leur petite vie de marginaux, c'est toute la fin des 30 Glorieuses qui s'annonce. On commence à râler sur De Gaulle, c'est tout le business qui s'installe, les barres d'immeubles, la banlieue qui passe de terrain vague à terrain urbain, toute la fin un peu du côté des marlous et des flics des tontons flingueurs, c'est la fin un peu de la marginalité de ce genre-là, la fin de l'immigration européenne aussi. Toute la standardisation, et au milieu de ça, donc on a le personnage de Jésus, qui est joué par Thierry Frémont, et qui tente de un petit peu trouver l'amour, et puis qui vit avec ses démons, et voilà, c'est un petit peu le principe du film, c'est aussi ça le cinéma, et comme Télérama a détesté le film, vous avez une raison de le voir, c'est qu'il est très bon, de fait. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a ce triple aspect de comédie pure, de regard un petit peu sociétal, et puis d'allégorie, qui est ce personnage principal de Jésus. Voilà, vous pouvez le regarder comme un pur divertissement bordélique. Les dialogues sont excellents. Thierry Frémont est monstrueux avec son portefeuille dans le slibard à la piscine. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Voilà, c'est pas à voir pour ça, mais il y a quand même. C'est un film de parole en fait. C'est un film de dialogue un petit peu à l'ancienne. Typiquement, je crois, un film des années 90 qui est beaucoup trop méconnu par rapport à ses qualités. On est vraiment dans la comédie, peut-être comédie dramatique de parole, quoi. Tu te tapes pas sur les cuisses, mais tu passes un bon moment. C'est mon but. Donc voilà, au pire, si vous ne le connaissez pas, c'est un film qui a une petite renommée, donc vous tapez le titre sur YouTube, vous regardez la première vidéo qui vient, et si c'est susceptible de vous plaire dans le genre, et puis voilà. Mais il y a moyen de passer un bon moment, je pense, et c'est un film qui est un petit peu trop méconnu par rapport à ses qualités de comédie de dialogue, à mon sens. Et qui est dans un environnement quand même assez différent de nos comédies habituelles, voilà. Donc hommage au cinéma français, c'est important. Allez, à toi, Jouan. Il Gattopardo. Ah, ok. Bah, on va un petit peu rester dans le truc italien, hein. On va peut-être même faire un petit lien avec Le Parrain. Donc voilà, Le Guépard, c'est un film franco-italien, réalisé par Luchino Visconti. Il est sorti en 1963 et qui est adapté du roman Le Guépard, le seul roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, avec, entre autres, Burt Lancaster et Alain Delon. C'est un film qui dure 3 heures, c'est un petit peu long. Je l'ai vu, hein, je le précise, il y a longtemps, mais je m'en souviens quand même un tout petit peu encore. Donc le magazine Times, les cahiers du cinéma, le British Film Institute nomme Le Guépard comme un des plus grands films de tous les temps. C'est un film qui a notamment inspiré Scorsese et Coppola pour leurs films. Il a reçu aussi d'autres récompenses, des Oscars, notamment Alain Delon, hein, qui a été nommé pour le Golden Globe de la révélation masculine de l'année, qui est, je trouve, très bon dans le film. Alors, pour raconter vite l'histoire, ça se déroule en Sicile en 1860, donc au moment de ce qu'on appelle le Risorgimento. Sinon, vous donc regardez la ma période vidéo, d'unification, au pire. Vous me faites des la période de vues. l'unification italienne. Oui, voilà. Allez voir ce que Hubert en dit. Et donc, le prince Don Fabrizio Corbera de Salina, qui est interprété par Burt Lancaster, qui est un aristocrate digne, mais il est aussi lucide et vieillissant. Observe avec fatalisme l'effondrement de son monde, en fait, et la venue d'un monde nouveau. Donc les troupes de Garibaldi arrivent pour renverser le royaume de Naples et lancer l'ordre ancien des Bourbons. Et plutôt que de s'y opposer, le prince, comme surnomme le Guépard, décide plutôt de s'adapter et de bouger ses pions un peu à gauche à droite pour préserver l'avenir de sa famille. Et donc il accepte que son neveu préféré, le jeune et ambitieux Tancrède, qui est interprété par Alain Delon, rejoigne les rangs des révolutionnaires. Et également, il organise son mariage avec la jeune Angelica, qui est la fille de Don Calogero Sedara, qui est, lui, par contre, c'est un petit bourgeois parvenu. Alors, certes, il est riche, mais il est complètement russe. Il n'a aucune manière comparé au prince, évidemment, et qui va représenter la nouvelle classe dirigeante. Et donc, le film culmine. Je passe beaucoup de choses, hein, c'est 3 heures. C'est un film qui doit aussi se voir, qui doit se vivre comme d'autres films que je vais présenter. Donc, ce serait un petit peu vain de parler de toutes les scènes, de tous les machins. Mais voilà, le film culmine notamment dans une très longue scène de bal d'1 heure qui a été filmée à la bougie. Alors, il faut se rendre compte que ça a été filmé en Italie, avec la chaleur des spots. Donc, il fallait remplacer ces bougies tout le temps. Je pense il me semble qu'il y a exactement le même effet dans, comment il s'appelle, le film Barry Lyndon. Il a absolument aussi voulu faire la même chose. Mais voilà, cette scène longue symbolise aussi malheureusement
le chant du cygne de cette aristocratie, où le prince prend conscience lentement de son propre vieillissement et de sa fin. Enfin, plutôt de sa fin à lui, mais de la fin de sa classe sociale, quelque part. Et une phrase qui est peut-être la plus importante du film, c'est quand il dit « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Voilà, il faut donner un beau coup de pinceau, mais en soi, les structures ne vont pas changer. Donc, pourquoi il dit ça? Parce qu'il comprend que cette révolution est inévitable et qu'au lieu d'être balayé, mieux vaut essayer de rejoindre le mouvement. Et que finalement, le changement est une illusion. Il y aura peut-être un nouveau pays, un nouveau drapeau. Mais c'est toute la thèse amère de Lampedusa. Hein. C'est toute cette idée. Alors le livre est aussi profondément sicilien, mais dans le sens de cette histoire de l'île et compagnie. Mais c'est l'idée effectivement qu'il va falloir rejoindre ce mouvement pour pouvoir effectivement s'y insérer, l'accompagner et entre guillemets le dominer, ou en tout cas s'y joindre pour pouvoir profiter effectivement des retombées futures. C'est effectivement... Je l'ai pas revu en entier, mais je l'avais revu un petit peu pour ma vidéo, pour me remettre un petit peu dans une autre ambiance que celle du livre. Et c'est vrai que c'est un très grand film et qui restitue assez fidèlement l'esprit du livre. Il prend le temps pour le faire, c'est sûr, mais le message est assez similaire, ouais. Et donc, pour essayer de vite conclure, donc les élites vont simplement changer. Donc, les guépards, les lions, l'ancienne noblesse, l'ancienne aristocratie est remplacée par des chacals et des hyènes. Tout dans ces termes. Voilà, la bourgeoisie opportuniste, tandis que le peuple, lui, ça ne changera vraiment pas grand-chose pour lui. Voilà, lisez le livre et regardez le film. Oui, voilà. De toute façon, vous en avez à peu près pour le même temps dans les deux. Non, j'exagère, mais voilà. Et pour dire, voilà, parmi les thèmes, il y a le temps qui passe, il y a le déclin d'un monde, mais il y a aussi ce fatalisme, comme tu le disais aussi. Et c'est le prince qui dit que les Siciliens, c'est un peuple fatigué de l'histoire. C'est un vieux peuple, tout à fait. Fatigué par des siècles d'invasion, qui n'est pas vraiment capable de changer. Le seul désir de l'île est le sommeil. C'est ce je fais la citation entière, si tu veux tout savoir. Dans ma vidéo, voilà. Non, mais c'est un bon film et un bon livre de toute façon. Les deux peuvent aller ensemble, même si ça n'est pas toujours le cas, ouais. Mais oui, c'est un grand classique, ouais, là-dessus. C'est un très beau film, mais voilà, il faut un peu s'y imprégner. C'est vrai que peut-être que le message n'est pas toujours très limpide la première fois. Mais je l'avais vu avec 4 personnes, entre autres. Et il y en a 2 sur 4 n'étaient pas convaincus, je pense, par le film, alors que moi j'ai dit, quelle claque, nom d'un chien. Toujours un peu sensible à ce petit côté aristocratie déclinante, personnellement, donc j'ai beaucoup aimé. Ouais, je comprends, ça fait partie des thématiques de la chaîne. Hein. Entre Von Kaiserling et compagnie, on parle beaucoup de fin de race, effectivement. Tout à fait. Et puis Alain Delon est au pinacle de son physique, qui l'a beaucoup aidé dans sa carrière, donc c'est une bonne chose. Ma foi, de célébrer nos grands acteurs français, voilà. Ok. Si, allez, une dernière fois. Parce que, un dernier point, parce que j'aime beaucoup la scène au milieu du film, justement, où il est en train de chasser avec son garde-chasse, qui est lui un paysan. Hein. Et que c'est le paysan qui se montre plus royaliste que le roi. Et le prince qui te secoue, non, tais-toi, c'est fini. Enfin, j'apprécie quelque part, mais on peut pas aller contre le sens du vent, le sens des vagues à ce moment-là. Garde tes sentiments pour toi. Soit Oryctès, quelque chose à dire sur la chose? Je l'ai pas vu. Alors rien du tout. Écoute, très bien. On peut pas tout quand t'as le temps, éventuellement. Enfin, évidemment, je suggère tout ce que je présente, hein, c'est sûr. Eh bien, passons à Oryctès avec... voilà, tu peux y aller. Big Trouble in Little China. Attends, c'est quoi le nom de l'acteur déjà? Kurt Russell. Ah voilà, Kurt Russell, putain, exact. Avec Kurt Russell, ouais. Alors le titre en français est extrêmement kitsch, donc je préfère la version anglaise. Le titre en français, c'est Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Ah, c'est atroce. C'est particulier, ouais. Je reviendrai dessus sur la différence anglais-français parce que je conseille de le voir en anglais, quoi. Mais donc un film de John Carpenter avec Kurt Russell dans le rôle principal. Ah oui, c'est vrai que t'es un fan de Carpenter. J'ai pas tout lu de Carpenter, mais il a fait certains de mes films préférés, ouais.
Et donc ça se présente comme l'histoire de Jack Burton, un chauffeur de poids lourd qui, lors d'un passage dans le Chinatown de San Francisco, se retrouve impliqué avec son ami chinois Wang dans une confrontation avec des personnages surnaturels issus du folklore chinois. C'est c'est assez particulier et c'est vraiment résumé parce que le film fait plein de choses en même temps en fait. Il laisse pas de répit au spectateur et il joue là-dessus en fait. Il est à la fois une comédie, un film d'aventure fantastique et un hommage au cinéma d'action hongkongais. C'est aussi un film qui a été fait à l'époque d'Indiana Jones et qui est aussi sans doute un petit peu une parodie de ces films d'aventure-là. Ça joue sur beaucoup de plans à la fois. Euh, et dans la parodie, un truc donc pour la différence entre la version anglaise et la version doublée en français, c'est que la version anglaise, au niveau des dialogues, joue beaucoup sur ce cliché du film d'aventure avec le héros cool un petit peu. Et à chaque fois, c'est sur une fine ligne où il pousse les dialogues un petit peu plus loin pour que ce soit drôle, mais sans tomber dans le mauvais goût, quoi. Mais c'est ça, Alors que alors excuse-moi, je t'interromps une seconde, c'est ça que moi je ne le connais absolument pas du tout, pour le coup, et c'est ce que je me demandais, dans quel style finalement de film on est? Est-ce qu'on est dans la parodie pure, la comédie, Mais justement, ça marche sur un fil entre les deux, en fait. Entre plein de choses différentes, entre cinéma d'aventure, cinéma d'action, entre le fantastique, la comédie. C'est plein de choses en même temps, et tout en gardant une âme propre et en faisant tout ça très bien, en fait. Ok, Et pour ce qui est des dialogues du texte, c'est à chaque fois euh, les dialogues que tu attendrais dans le cinéma d'action ou d'aventure, poussés juste un cran au-dessus. Et du coup, c'est en même temps cool et très drôle en anglais, mais en français, comme la traduction peut pas rendre compte tout à fait de cette subtilité, pardon, ça devient assez kitsch en fait. C'est drôle à regarder en français aussi, mais t'as pas ce niveau de perfection dans le rendu de la chose, quoi. Je sais pas ok. si c'est clair. Non, 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 mais ça l'est, c'est juste qu'effectivement, comment dirais-je, l'esprit, je n'ai pas forcément réussi parfaitement à saisir la chose, mais comme je connais pas du tout, c'est vrai que je sais Ouais, pas, tu ouais. vois, si on est dans vraiment le délire parodique assumé, ou effectivement, Et, et le- du coup, le film joue beaucoup sur le cliché du héros blanc, en fait. Sauf que là, le personnage principal blanc, il se retrouve complètement perdu dans un monde fantastique chinois qui lui est complètement étranger. Et on se rend compte au fur et à mesure du film que c'est son pote chinois qui est le héros du film, en gros, quoi. Et que le personnage principal, c'est le sidekick et le personnage comique, en fait. ok, ok, Et donc ça fait quelque chose de très drôle au final et en même temps avec des vrais éléments fantastiques intéressants parce que c'est Carpenter quand même qui, au niveau du fantastique, a fait des choses assez incroyables. Et on a des créatures en effets spéciaux réels qui sont, sans spoiler, qui sont très sympas à voir aussi. Et ouais, le film te bombarde de plein de choses différentes et c'est une sauce qui marche très bien, quoi. ok, Faut le voir pour se rendre compte ok. du truc. Ouais, effectivement, je connais vraiment pas. Je sais pas, souvent, tu connais toi ou? Ah, du tout. Ok. Ça a l'air un tout petit peu nanardesque, mais je pense que le pire, je pense que Et ma femme il y a pourrait un côté apprécier le nanardesque, film. mais réussi. Oui, c'est qu'en fait, non, mais c'est aussi une esthétique des années. Moi, je pense que c'est un film quoi, des années 80, j'imagine. C'est ça, c'est 86, si je dis Ouais, pas de c'est ça. Mais le bêtises. problème, c'est que dans les films de ces années-là, il y a souvent une esthétique. Dès que tu fais un film d'aventure, il y a un peu cette Ouais, esthétique-là qui peut ressortir. complètement, ouais. Ouais, 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 c'est quelque chose d'assez remarquable en ce temps-là. Mais Mais en plus, comme ça se veut en même temps un hommage, comme je disais, au cinéma hongkongais qui est aussi un petit peu un côté nanar, ouais, nanar clairement. avec cette esthétique-là, et une parodie des films d'aventure de l'époque, vraiment, ça pousse le truc à son paroxysme, quoi. Après, ça reste du Carpenter, donc oui, effectivement, on n'est pas dans le nanar délirant. On n'est pas dans y a-t-il un Voilà. flic pour sauver, je sais pas quoi, la reine. Non, 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 Ouais. pas du Ok. tout, du tout. Ok. Ok, très bien, bien intéressant, puis je connaissais pas du tout. Alors, quitte à parler de pot pourri qui marche plus ou moins bien là pour le coup, on va enchaîner sur le 13e guerrier.
Alors je sais, le film a de sévères limites. D'ailleurs, à force de coller des trucs des années 90, c'est presque les films d'enfance et d'adolescence que je fais, mais c'est même pas volontaire. Et je crois que c'est aussi, pour les 2 films d'aventure, il y en aura un autre qui arrive par la suite que j'ai choisi. Bon, c'est aussi un hommage aux films ratés et mal aimés, en tout cas à leur sortie, mais qui se regardent bien, qui ont finalement connu une postérité plus positive que, on va dire, au moment de leur sortie en salle, qui aurait pu d'ailleurs être d'immenses films. Alors, donc là, on est dans un pur film d'aventure que je qualifierais d'historique au zinzin. Ça se passe au Xe siècle, je crois. C'est tiré d'un bouquin de Crichton qui a fait un certain nombre de trucs connus et de scénarios genre Jurassic Park, hein, mais bon, on s'en branle à la limite. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est inspiré à la base, hein, la toute base vraiment, des écrits d'un arabe quelconque dont j'ai oublié le nom, Ibn, voilà, mes couilles, un lettré qui s'est retrouvé ambassadeur à l'époque, bon c'est un fait, hein, chez les Bulgares de la Volga, qui sont à l'époque dans une zone de la Russie, on va dire Samara, Kazan, tout ça, bon c'est à peu près, et qui fait dans son texte une description de ceux qu'il nomme les Russes. Donc Vareg de l'endroit. Donc voilà, tu mélanges ça avec du nordique à la Beowulf un peu, et puis tu as un joyeux bordel filmique. Donc voilà pour le contexte, mais avec ce contexte-là, le film en fait un peu ce qu'il veut. Donc là, vous avez Antonio Banderas qui est en poète arabe, pourquoi pas, hein, qui tombe sur des vikings et qui se retrouve embarqué avec eux vers le nord, où ils vont devoir se battre contre ce qu'on pense être des espèces de monstres cannibales qui ravagent le territoire du roi, dont j'ai oublié le nom, peu importe. Donc il va y avoir quelques batailles, ce qui est toujours sympa, et en fait ils découvrent que ce qu'ils affrontent, ce sont des hommes. Je ne vous divulgue pas plus de l'histoire, mais voilà, c'est plus ou moins des hommes des cavernes cannibales, et puis voilà, je vous laisse découvrir le reste. Alors le film est un échec, alors je l'ai pas dit, mais il date de 99, il dure 1h45 à peu près, je crois. Donc c'est un échec complet en salle, c'est un four absolu, la critique le trouve absolument à chier, mais il a sa petite communauté de public acquis depuis, dont je fais partie. Je trouve que ça se regarde assez tranquillement. Le tournage, paraît-il, a été un enfer. Je crois que McTiernan, qui est le réalisateur, il s'est barré en pleine post-production, parce qu'il en avait plein le cul, et je crois d'ailleurs que le film marque plus ou moins la fin de sa carrière, c'est pour dire à quel point il en avait plein le cul. Ça a été remonté, je crois que c'est Crichton, hein, qui est le producteur, qui a remonté le film pendant 1 an parce que voilà, le film était atroce, ce qui donne un truc complètement bancal, mais c'est un film d'aventure, oui, qui enchaîne des scènes d'action, qui sont pour la plupart assez bien foutues. Ça, c'est ce que j'ai mis en image. Vous avez notamment une scène de nuit qui est tournée vraiment à la lumière des torches, pour revenir à la lumière des bougies dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, moi je vois ça un peu avec mes yeux de gamin. Il y avait ce côté d'abord surnaturel, qui en fait évolue après vers le film épique viking, le côté bordure du monde, avec tous les trucs un petit peu faciles de ce genre de film d'aventure, de sacrifice, de philosophie à 2 francs. Le film a une excellente musique, je crois que ça a été réutilisé d'ailleurs par la suite, je sais plus dans quel film, je crois que c'est dans Kingdom of Heaven qu'ils ont réutilisé la musique. Mais voilà, il y a quelque chose de réellement, et je pense pas exagérer, mais de réellement proche du chef-d'œuvre raté, du truc qui aurait pu être absolument fabuleux et qui passe un petit peu à côté de son existence. En tout cas, le film est très ambitieux, il a beaucoup de qualités. Après, si on est vraiment cinéphile, on verra beaucoup de défauts. Le côté bâclé du scénario, le personnage principal de Banderas qui est plus finalement un spectateur qu'autre chose, un scénario qui a pas mal de trous aussi, voilà, qui peut même être considéré un peu comme débile. C'est bancal au global, mais ça se consomme vraiment très bien et il y a vraiment de très bonnes scènes et on sent vraiment, c'est un petit peu dramatique pour lui, mais que le film est passé à côté de ce qu'il aurait dû ou pu être en tout cas. Et bon, maintenant ça a quasiment 30 ans, j'espère que ça n'a pas trop vieilli non plus, mais vraiment c'est très étrange. On balance sur 1h30 ou 1h45 entre grands films par séquence et nanar absolu. Pour le coup, et pas assumé là, et je pense que ça produit un petit peu l'un ou l'autre pour chaque spectateur. Après, bon, c'est un peu mes souvenirs de jeunesse aussi, mais je crois sincèrement, je l'ai pas revu depuis assez longtemps, mais qu'on balance parfois entre un film qui aurait dû être un excellent film des années 90 et une horreur absolue où on se demande qui a produit ce truc-là, quoi, et qui l'a monté surtout. Donc voilà, c'était un hommage à une époque, à un temps et à ces films d'aventure historique qu'ont pu produire les années 90 avec leurs qualités et leurs défauts. Et voilà, c'est un hommage à un petit peu ces films que j'ai bien aimés étant gamin. Je sais pas si vous l'avez vu, j'imagine que oui quand même. Vous n'avez pas pu passer Non. à côté. Non, incroyable. Non, je l'ai pas vu non plus, non.
Je découvre, honnêtement, je C'est découvre. vrai? Je n'ai jamais entendu parler. Incroyable. Pour des enfants des C'est années le c'est le genre de 90? c'est le genre de film, je me suis toujours dit que c'était un sacré nanar et que et voilà. Bah, Je l'ai pas vu non plus étant jeune, donc c'est vrai sans être voilà. vrai. Ça peut pas être un absolu nanar dans le sens où ça ne correspond pas à la définition. Un film à grand budget américain des années 90 peut pas être un nanar. Ça peut être un mauvais film, Ouais. mais ça peut pas être un nanar. C'est pas, tu sais, les productions congaises remontées à partir de plusieurs films Ouais, dans non, les c'est années pas 80. Mais non, c'est un film qui a beaucoup de limites, mais je suis très étonné que des enfants des années 90 les pas vus, parce que ça faisait partie des films un petit peu à voir à la fin des années 90 pour le côté historique et compagnie. Il y avait un côté alliance très étrange du monde arabe et des Vikings dans une histoire un petit peu de mecs d'invasion, de monstres cannibales, enfin qui sont des êtres humains en fait, qui n'ont rien à voir, mais je suis passé à côté. ouais. Je savais pas d'ailleurs comment dire? Que ça partait dans un truc de monstre cannibale et tout ça, j'étais pas du tout au courant. Si, tout à fait. Et Et d'accord, d'accord. franchement, ça se regarde. Hein. Il a de sévères limites, mais il a acquis une certaine postérité. C'est pas pour rien. C'est qu'en fait, il y a vraiment des moments où tu dis putain, ça aurait pu être bien, et d'autres moments où tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Et c'est très étrange. Mais moi, c'est les films d'enfance, quoi. Il y a un côté, il y a des batailles fort à l'amour, ce genre de choses. Donc moi, j'aimais bien ce genre de truc quand j'étais gosse. J'étais très sensible à ça. Allez, oh le Seigneur des Anneaux, putain. Allez, vas-y. Non, mais je suis content parce que du coup, ça veut dire que un des meilleurs est gardé pour la fin. Donc je suis content. Bah, écoute, tu gna gna gna. Non mais Ça va aller vite. je dis pas gna gna gna, c'est juste que là pour le coup je pense qu'on l'a tous vu 672 fois. Je Mais, pense que tout le monde l'a vu, mais je suis surpris du nombre de personnes, en tout cas la nouvelle ah génération, qui oui, ne oui, l'a bah pas oui, sans doute, oui, vu. oui ça se comprend. Et c'est un peu triste. Bon, bah, je suis allé très vite. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà, je ne pouvais pas en parler que d'un seul. Ça n'a pas de sens de parler que d'un seul film. Il faut parler de la trilogie. La trilogie en soi, sinon, ça n'a pas de sens. Et c'est probablement une des meilleures du cinéma. Donc, c'est sorti entre 2001 et 2003. L'adaptation du best-seller du même nom, Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Une œuvre qui a été jugée pendant très longtemps inadaptable pour le cinéma. Alors, il y a eu le film de Bakshi, il y a eu des films d'animation, et qui, bon, ils ont servi un peu d'inspiration pour ces films-là, mais ils n'y arrivent pas à la cheville. Un film ambitieux d'ailleurs pour l'époque, hein, avec un budget quand même de Ah oui, 280 millions de dollars. ah oui, oui, puis ça se Ce qui voit. est beaucoup pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, je dirais que c'est quand même 1 milliard, probablement, et qui en a rapporté 3 milliards. Hein. Donc, alors, pour une durée totale en version courte de 9,3 heures et de 11,3 heures en version longue. Je sais pas ce que je peux dire sur ce film, à Bah, en part fait, que soit t'en parles une minute, soit t'en parles une heure. Hein. c'est ça, C'est un c'est peu ça, ça. c'est ça. Ouais. Mais je veux pas résumer l'histoire. Enfin voilà, c'est l'histoire de l'anneau unique. Il faut les détruire. Enfin ça sert à rien. En plus, tout le monde connaît l'histoire. Le film est splendide. C'est une excellente adaptation, quoi que les plus grands puristes en disent. Le casting est parfait. Il y a Christopher Lee qui a carrément parlé avec Tolkien. Il était assez vieux pour lui avoir parlé. Les musiques sont incroyables. Bah, bon, Ouais. dans le genre, bon, petite anecdote, mais je regarde des Family Guy avec ma femme et ils se moquaient justement de Seigneur des Anneaux en disant que la bande-son est oubliable et qu'on pouvait mettre n'importe quoi. Et donc ils font une blague en faisant une scène typique Seigneur des Anneaux et en mettant une autre musique. Et dans ma tête, je suis là, bah non, votre blague, elle est pas drôle parce qu'elle ne marche pas, je suis désolé. S'il y a une bande-son qui est bien reconnaissable, c'est bien celle du Seigneur des Anneaux. Je trouve que le film aussi n'a pas pris une ride C'est parce vrai. que c'est pas que de la 3D, c'est beaucoup d'effets pratiques. Pour comparer avec un film qui est sorti à peu près au même moment, bon, tu l'as pas vu, Nanos. J'ai failli le mettre juste pour t'emmerder, mais genre Star Wars épisode 1. Mais je l'ai vu. J'ai C'est vu. Eros qui est anti-Star Wars. Alors, je Alors, ne sais. non, mais Star Wars c'est de la merde, hein. Mais je veux dire, j'ai vu les 3 plus récents, effectivement. Je crois avoir vaguement vu les anciens. Mais non, oui, Star Wars, je trouve ça atroce. Hein. Mais je les ai vus, non, quand même. Pardon. Mais voilà, par contre, celui-là, il a affreusement vieilli, on dirait une vidéo PS2, quoi. Et surtout quand on voit ce qui a été produit après, bon, bah, le Hobbit, je suis désolé, c'était à chier. Je n'ai pas vu la série Amazon, mais elle a l'air à chier, alors Non, qu'elle moi a non plus, au beaucoup plus secours. d'argent. Quand tu vois les costumes, les armures qui sont. Enfin, voilà, c'est triste. Plus j'en apprends sur le film, plus je l'apprécie. Il y a quand même 2 mecs qui, pendant 2 ans, ont fait des codes de mailles manuellement. Alors, Dieu sait que ça a l'air extrêmement chiant à faire de mettre tous ces petits anneaux ensemble.
Non, mais je Il y crois a que c'est l'acteur, t'es qui? bon, c'était peut-être réputé comme intransposable en film, même si moi j'y crois Oui. moins. Enfin, ça l'est parce qu'à mon avis, vu ce que ça raconte, il y a des trucs qui sont beaucoup plus durs. Va essayer d'adapter Proust en film. Bon, je suis pas sûr que ce soit faisable. Ouais. Ou Ça prend Céline. phrase là. Mais Ouais. ouais, ça me paraît quand même plus difficile. Mais je trouve, je suis pas un grand amateur de chef-d'œuvre et machin, mais je trouve que euh, la combinaison des acteurs, de ce qu'ils ont décidé de raconter ou pas dans le scénario, parce qu'il faut quand même en ressortir des choses, et tu peux pas tout dire, de la musique, des scènes du film, de la façon dont c'est filmé, des plans et compagnie. C'est difficile de faire mieux, hein. On a le droit de critiquer si on est un puriste, mais va falloir quand même s'accrocher pour faire un film qui a cette espèce de rencontre entre tous ces éléments-là, qui font une espèce de pinacle. Voilà, moi je te dirais pas c'est un chef-d'œuvre, machin. Ce sont des films qui sont d'excellentes adaptations. C'est parmi ce qui s'est jamais fait de mieux en termes d'adaptation de livres en film, de fantasy en film, ou voilà, ce genre de choses. Je crois que c'est difficilement surpassable, hein, vraiment. Effectivement, le Hobbit, alors je les ai vus aussi. Oui, c'est clairement moins bon. Après, est-ce que l'histoire de base était aussi pouvait porter un Fallait film? pas l'étendre sur 3 heures, sur Ouais, 3 films de toute façon. Déjà, ça c'était une erreur. je pense qu'il voulait faire un effet miroir. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Rick du Seigneur des Anneaux? beaucoup aimé. Je les ai vus un certain nombre de fois aussi. Ouais, pareil, hein, pareil. En plus, j'ai des souvenirs là pour le Une coup. une préférence pour le Vas-y. J'ai une préférence pour le premier film. Ah, moi C'est pas. c'est c'est très personnel, hein, mais Ouais, moi pas, tu vois. bon. Ce Non, serait, ce serait le je suis plutôt deuxième, le moi. deuxième. Ouais, ce Plutôt serait le le deuxième deuxième aussi, aussi. ouais. Je trouve que le Le troisième est un deuxième peu très too bon. Le much. deuxième très bon aussi. Le troisième, c'est celui que j'ai le moins Ouais, aimé. pareil, effectivement. Et le premier, ouais, je l'ai bien aimé aussi. Même, j'ai des souvenirs, ça fait partie des rares films pour lesquels j'ai le souvenir du ciné, quoi. En tout cas pour le premier et le deuxième, tu vois. Bizarrement, le troisième, pareil, j'ai pas le souvenir du cinéma, mais le premier et le deuxième, je sais avec qui j'étais et quand je l'ai vu. Et dans quel cinéma. Donc c'est vrai que ouais, ça m'a quand même un peu marqué. Et je trouve que ouais, c'était quand même épique, quoi. J'avais parlé pour rigoler de 300 la dernière fois dans les films historiques. Ouais. Mais et je veux dire, j'avais l'impression de voir quand même quelque chose. Les films sont incomparables, il s'agit pas de dire ça, hein, mais je veux dire, je voyais un truc et j'ai pris une claque dans les deux cas. C'est-à-dire que les styles sont complètement différents, mais l'adaptation, le côté. J'avais lu les bouquins avant de voir les films. L'adaptation, alors m'a déçu dans le sens où tu sais, quand tu lis un livre, tu imagines toujours autre chose. Donc Oui, ça m'a oui, déçu dans le sens de dire oui. j'aurais voulu que ce soit autrement. Mais j'ai pris une claque graphique en disant et j'avais parlé de 300 parce que même si c'est complètement différent, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu en me disant putain la vache, ce qu'on peut faire avec le cinéma, c'est quand même fou, quoi. Même s'il y en a un qui est délirant et complètement grotesque, et l'autre qui est une adaptation qui se veut fidèle et compagnie. Dans les deux cas, je me souviens vraiment du moment où je les ai vus au cinéma parce que je me suis dit putain quand même quel art visuel, quoi. C'est incroyable ce qu'on peut faire quand même au cinéma, quoi. Ça change un peu des comédies romantiques françaises avec Sophie Marceau, quoi. Contre lequel j'ai rien, je m'en fous. Mais voilà, c'était un côté jusqu'où on peut pousser l'art visuel du cinéma, c'est quand même assez incroyable. Et après vient effectivement la fidélité à l'œuvre et la vision aussi de l'artiste pour retranscrire des choses que nous on a en tête. Est-ce qu'on aurait fait mieux? J'en doute fort, quoi. Donc c'est quand même non, c'est d'excellents films, il n'y a pas de souci. Ils avaient leur place ici, hein. C'est juste que bon, c'est plus classique et on s'y attendait aussi, mais ils ont complètement leur place dans un top entre guillemets personnel de films. J'aurais pu les mettre aussi, j'aurais pu voilà, ça me paraît je pense pas qu'il y ait des gens à part les gens qui ne connaissent pas ou n'aiment pas le Seigneur des Anneaux, qui aient pris un grand déplaisir à voir ces films là, à mon avis, quoi. Donc c'est pas pour rien ils ont bien fonctionné, ma foi. Ok, bon bah écoute Oui, bah, juste, ouais, juste vas-y. dernier truc, parce que il n'y a pas grand-chose à dire, mais je trouve quand même aussi un petit peu fascinant qu'on ait confié le projet à Peter Jackson, parce que je ne sais pas si vous avez vu les films qu'il a fait avant Le Seigneur des Anneaux. Il y en a un, J'ai vu Bad Taste, qui est très drôle, mais un peu c'est des dégueu. trucs, films d'horreur full hémoglobine. Alors, il est sur YouTube, je l'ai vu, et en fait, je sais pas si le fait que ça m'ait marqué soit une bonne ou une mauvaise chose. Je pense, je pourrais même dire que je suis un petit peu traumatisé d'avoir vu Meet the Meeples, ou The Feebles, je sais déjà plus, qui est une version ultra trash, on va dire un Muppet Show, mais version ultra trash, où ça finit avec le personnage principal qui prend une mitraillette et qui tue tout le monde. C'est particulièrement sanglant. Et je me dis, et c'est sorti, je sais pas, un petit peu avant, c'est un film mais c'est vrai qu'il James, sortait un peu de nulle part, ouais, maintenant que tu le dis, c'est et vrai t'es que là, ouais. t'as donné
quasiment 300 millions, un mec qui a fait ça, bordel. Et puis ça marche, ouais, c'est un petit miracle, hein, parce que un film, c'est pas uniquement son réalisateur, hein, mais je pense que la plupart des gens, les acteurs aussi, font le film. Donc, Ah, il y puis a Christopher tout, Lee, le repérage, les mecs qui catent, tout ce que tu veux, tout il fait le avait film. lu. Ouais. Il a, bon, genre, les fameuses anecdotes où il explique, à un moment, bon, c'est dans la version longue, où il s'est poignardé dans le dos, et il explique à Peter Jackson, est-ce que vous savez ce que ça fait, le bruit de quelqu'un qui s'est poignardé dans le dos? Parce que moi, je le sais, je l'ai fait. Parce qu'il il a été en opération spéciale pendant la guerre de Finlande. Donc, Peter Jackson qui explique, oui, bon, bah, écoutez, j'ai su que Monsieur Lee avait été dans des opérations spéciales, donc quand il me raconte un truc pareil, bah, je l'écoute, quoi. Et donc, en fait, non, quand on se prend un coup de couteau dans le dos, il explique que tu fais pas, ah, non, t'as l'air qui sort d'un coup, et en fait, c'est très silencieux. Ou la scène où Victor Mortensen, j'allais dire son nom. Viggo Mortensen tape sur un casque et en fait se casse le gros orteil, et donc son cri de douleur. Quand tu vois le film, tu penses que c'est par rapport à la mort des Hobbits, tu penses que c'est ça. En fait, non, il crève vraiment de mal parce qu'il s'est cassé l'orteil. Et lui, il vivait son rôle d'Aragorn, de grand-pas, parce qu'il raconte, de temps en temps, il se barrait pendant 2 heures pour les pêcher ou les chasser, quoi. Il était devenu un rôdeur, clairement. Ah, il est Donc voilà, très acteur passionné studio, Viggo enfin, Mortensen. je crois que c'est sa fille, par contre. Sa fille avait insisté pour qu'il fasse Aragorn, parce que lui, il pensait qu'il était déjà trop vieux pour ça. Sa fille, non, c'est le rôle de ta vie, il faut que tu y ailles maintenant. C'est vrai que pour beaucoup, d'ailleurs, c'est un peu le rôle de leur vie, ouais, faut être honnête. Pour un certain nombre, même si Viggo Mortensen a une très belle carrière après, il restera Aragorn jusqu'à la fin de son existence, hein. Ça, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord, ouais, c'est un peu la rencontre un peu miraculeuse de plein d'éléments et qui fonctionnent tous ensemble et qui donne un grand film, quoi, vraiment dans tout, intemporel et qui a en plus de ça, ouais, bien vieilli, t'as tout à fait raison. Soit. Un truc qui me fait toujours marrer d'ailleurs sur les acteurs du Seigneur des Anneaux, c'est que Gimli, l'acteur de Gimli, il est en fait très grand et c'est celui qui le joue professeur Arturo. C'est celui qui joue le pote arabe d'Indiana Jones. Il joue le professeur Arturo dans Sliders. Tout à fait. C'est lui. Ça, j'ai pas vu par contre. T'as pas vu Sliders, mais c'est pas possible. T'as été enfermé dans les années 90, t'as vécu dans une cave, c'est pas vrai, putain. Sliders, bordel, les mondes parallèles. Merde, c'est incroyable ça. Il jouait le professeur. Non, tu connais pas, c'est vrai. Attends, dis-moi chouan, tu connais Sliders quand même. De nom, mais je crois que je l'ai pas vu. Oui, non, si je l'ai vu, je l'ai oublié. Non, mais c'est une série. C'était une série qui passait sur M6. Aïe. En Belgique, on n'avait pas. Je suis pas sûr. Aïe. Merde, putain, ça passait, tu sais, c'était Sliders, Highlander, Code Quantum, ce genre de choses, quoi. Putain, c'est incroyable. Bon, bref. Bon, au moins t'es belge, t'as une excuse. Avec Test, t'en as pas. C'est. Merde, vous avez quand même regardé Highlander, la série, au-delà du film. J'ai même pas vu les films. T'as pas vu les films, mais c'est pas possible. J'ai vu les films. Et le truc, c'est que j'ai pas vu les films. Qui joue un immortel écossais, bordel. Christophe Lambert. J'ai vu la critique du deuxième qui a l'air épouvantable. Ah oui, non, mais il faut pas regarder les autres. Regardez que le premier. Avec Sean Connery qui joue Ramirez et tout. Non, mais ça n'a aucun sens non plus. J'aurais dû le mettre d'ailleurs. Et le truc que j'ai vu aussi, c'est la scène avec, il me semble, Franck Dubosc dans la série Highlander. Oui. Où il parle avec un anglais. C'est vrai. C'est hilarant. Oui, il y a Franck Dubosc qui joue dans un épisode. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Non, mais la série est médiocre. Elle est connue que pour son générique de Queen. Mais c'est ça qui est bon. Mais Code Quantum, voilà, Sliders, les mondes parallèles, c'était quand même. Il jouait le professeur Arturo, voilà. Et je crois qu'il a tenu aussi des propos. Très antisémite, me semble-t-il, non? C'est antisémite anti-immigration. Anti-immigration. Anti-immigration sur le grand emplacement aux Pays-Bas. Bon, quoi qu'il arrive, ça lui donne une qualité. Au début des années 2000. Et il était un petit peu blacklisté après ça, justement. Bon, antisémite ou autre chose, c'est pas grave, c'est quand même bien. Alors, écoute, en parlant de films qui ont peut-être un petit peu vieilli, à ton tour avec Tess, tu vas nous parler de La Chose. Ça n'a pas vieilli du tout. Donc, sauf que les effets ont un peu vieilli, mais bon, bref. Non, ils sont géniaux les effets. Bon. Donc encore une fois, John Carpenter avec Kurt Russell dans le rôle principal, c'est un peu son acteur fétiche. Donc, et c'est lui qui est mort il y a pas longtemps ou pas? Non, je confonds peut-être. Oui, aucun des deux sont morts. 2025. Non, c'est pas Kurt Russell? Ah, mais j'ai dit une connerie. Ah non, je confonds avec Patrick Swayze. Autant pour moi, désolé. Non, rien à voir. Ok, vas-y. Donc c'est la seconde adaptation d'un roman de 1938. La première j'ai ni lu le roman ni vu la première adaptation, mais c'est celle-ci qu'il faut voir de toute façon. Et il y en a une troisième, si je peux me permettre. Je crois qu'il y a un film récent. Il y en a eu une troisième qui est un préquel de ce film. D'accord, ok.
Et donc le synopsis, c'est à l'hiver 1982, qui est l'année de tournage du film. On est en Antarctique et les scientifiques et l'équipe d'une station de recherche américaine en Antarctique donc sont confrontés à un organisme inconnu qui va les dépasser au final. C'est un organisme qui a une forme de vie extraterrestre en fait et qui est capable d'assimiler tout être vivant pour ensuite l'imiter à la perfection une fois qu'il l'a correctement assimilé. Et donc c'est un scénario qui se prête à la fois à toute forme de transformation en fait, qui joue sur les effets spéciaux qui sont assez incroyables du film, je trouve, qui sont que des effets spéciaux pratiques, c'est pas Non, de la pour CGI. l'époque, c'est incroyable, on est d'accord. Moi, je trouve que ça a un peu vieilli, Donc mais bon, pour l'époque, c'est mon c'est avis. super impressionnant. Et c'est super inventif aussi, surtout. C'est-à-dire que toutes les formes que va prendre l'extraterrestre, c'est complètement délirant et à chaque fois nouveau. Et il y a eu un coup de génie dans la création de ces créatures au final. Et c'est un scénario qui se prête aussi à l'exploration du thème de la paranoïa, Ouais, le huis clos, c'est parce ce que que du j'allais dire, coup, ouais. Mhm. c'est un huis clos du coup en Antarctique. Ils sont coincés par les tempêtes de l'hiver antarctique dans leur station. Et tous les personnages savent pas qui d'entre eux pourrait être un intrus du coup, pourrait être contaminé. Et donc le film va jouer là-dessus Eh, tout du long. je savais même pas que c'était adapté d'un livre, pas, tu vois, je savais pas du tout. Si, si, si. Ok. Un livre des années 30 du coup. Ah ouais, Et, intéressant. et d'ailleurs, outre le fait que c'est adapté directement d'un livre, ça s'inscrit aussi comment dire, dans tout ce fantastique un petit peu Lovecraftien, Hmm. parce qu'il y a aussi un livre que Lovecraft a écrit, Les Montagnes hallucinées, qui se passe en Antarctique aussi, et dans lequel il y a une créature qui a absorbé tout plein d'autres créatures. Ah, mais il Donc, faut. C'est un. On dirait, c'est quand même assez bien foutu. L'idée. Tu vois, je savais pas que c'était adapté d'un livre du tout, donc ça enlève du crédit j'ai au pas noté le scénario. nom de l'auteur du livre dont c'est directement adapté, mais c'est à la même époque que les derniers écrits de Lovecraft également. Ok, Donc, mais l'idée est géniale. Hein. Je veux dire, le fait d'être dans un huis clos avec un truc qui peut prendre la forme de n'importe qui et donc qui peut être n'importe qui, c'est assez ça va incroyable. inspirer Ouais. beaucoup de choses d'ailleurs. Ça va inspirer Among Us, du coup, c'est le même principe. Ça va inspirer le scénario de Tomb Raider 3 aussi un peu. C'est un film qui a eu une postérité alors que à l'époque de sa sortie, il n'a pas du tout bien marché parce qu'il est sorti en même temps que E.T. et Blade Runner. Ah oui. Du coup, il y avait beaucoup de concurrence et il a fait un flop. Il y a eu des mauvaises critiques en plus à l'époque qui n'ont pas compris. Eh ben. Donc voilà. Bah, ça fait penser à un film russe dans l'espace, nous dit Ziglo, dont il a oublié le nom. Mais de toute façon, ça fait penser à énormément de. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup avant, mais il y a énormément de huis clos par la suite qui prennent un peu cette idée-là effectivement, de la paranoïa collective dans un groupe, hein, qui est le méchant. Il suffit tu mets un assassin parmi un groupe et puis voilà, t'as un peu le même principe. Mais là, c'est encore plus à l'extrême parce que effectivement, il peut prendre la forme de n'importe qui. Donc, non, l'idée était très bonne, mais je savais pas que c'était tiré d'un livre. Tu vois, on en apprend tous les jours. Et bah, c'est bien. En plus des effets spéciaux qui sont incroyables, une mention aussi à la bande son qui est vachement hypnotique, qui est calée sur un battement de cœur en fait. Et donc qui accompagne très bien les différents moments du film. C'est vachement bien foutu. Ouais, je crois j'ai un vague souvenir effectivement qu'il était réputé aussi pour ça, ouais. Ça me parle. Ouais, Parce qu'il y a des grands d'a- d'a- admirateurs de d'a- Carpenter qui le- font parfois les- des podcasts. la plupart des films de Carpenter, c'est Carpenter qui fait directement la musique, et pas celui-ci. Celui-ci, c'est Ennio Morricone qui Ah a oui, fait la d'accord. musique, Ok. mais qui l'a fait dans un style de Carpenter en fait. Ouais, tu veux dire c'est pas un western quoi. Ok, ok, ok. Non, non, Ouais, bah. ouais, c'est ça. Ziglo, je vois que t'aimes bien nous partager tes goûts cinématographiques. N'hésite pas à venir la prochaine fois. Hein. T'es le bienvenu. On en fera d'autres hein, si les gens sont motivés pour toutes sortes d'objets culturels, que ce soit les films, les livres, les BD, ce que vous voulez, la musique même. Mais ok. Bah, est-ce que t'as autre chose à dire? Je crois que c'est à peu près tout. C'est pas un western, mais dans le film, Kurt Russell a un sombrero qui fait à peu près 3 fois la taille de sa tête. Les scènes dans lesquelles il est avec le sombrero sont très drôles. Et voilà.
Ok, ça roule. Moi, j'avais beaucoup aimé le film aussi. Je pense malheureusement que c'est le seul film de Carpenter que j'ai vu, mais il m'avait aussi grandement marqué. C'est un ami plutôt fan de films d'horreur qui me l'avait fait voir, découvrir, et je l'ai bien aimé. Ouais, c'était pas mal, ouais. Je te dis, j'avais trouvé ça un peu cheap parfois, mais bon, c'est ce que j'avais déjà dit pour d'autres films. Il y a des trucs, parfois, je trouve que ça vieillit mal. Si tu me remets le jour le plus long, voilà, les scènes de bataille, je veux dire, bon, ça a pris un coup de vieux aussi. Donc, des fois, ça me fait un petit peu sortir du film, mais comme j'ai dit, je suis pas un cinéphile non plus absolu, donc. Mais le film est très bon, ouais. J'avais trouvé l'idée vraiment très très sympathique, ouais, et très porteuse. Mais tu vois, je savais pas que ça venait d'autre part. Bon, ma foi, bah, écoute, c'est une bonne chose, on apprend toujours. Ok, allez, on change d'ambiance, hein, voilà, c'est l'enfant des années 90 qui parle, parce que pour les zoomers qui nous regarderont, sachez-le, Didier Bourdon a été drôle dans sa vie. Il a eu plusieurs carrières et avant d'être pas drôle, il a fait des films drôles. Donc voilà, hommage aux comédies françaises. La petite balle perdue, ça fait plaisir. Bah oui, quand même. Je sais pas si c'est avec le poids, mais effectivement, c'est pas terrible. Donc, film de 1997 qui dure une grosse heure et demie. Donc, hommage aux comédies françaises. On est sur la fin de l'époque des inconnus. On est donc fin des années 90 avec peut-être des thématiques qui doivent sembler bien lointaines à nos plus jeunes. Il n'empêche que c'est délicieux. D'ailleurs, ils sont que deux dans ce film-là parce qu'ils avaient un conflit avec leur producteur. Donc voilà, ils pouvaient plus tourner en tant que les inconnus, donc ils pouvaient plus être trois. Alors, je vous fais rapidos le synopsis. En gros, c'est l'opposition entre deux beaux-frères, un qui est prof en sup, donc Bernard Campan, et l'autre qui est pharmacien, Didier Bourdon. Et les deux, donc, qui fument comme des pompiers. Ils font un pari, alors on viendra sur le tabac c'est tabou, ils vont faire un pari pour arrêter la clope, ce qui va les conduire à la déchéance complète, physique et sociale. J'en dis pas plus, que je pense que le film est très connu et que la plupart du temps, comme on l'a dit juste avant, les comédies, ça se raconte pas tellement, c'est fait de situations et de dialogues avec une toile de fond scénaristique. Alors oui, le film est culte, je pense qu'on peut le dire, hein, on peut dire ça comme ça, et oui, il a ses défauts, il y a 2-3 blagues faciles. Moi, à la fin, quand ils sont en cure, je trouve ça complètement bâclé, mais en fait, il y a un truc qui parle. Un truc qui le rend supérieur, à mon sens, aux trois frères, c'est si vous êtes ou si vous avez été fumeur. Là, le film, il prend une autre dimension. C'est obligatoirement un truc qui est intemporel dans les réflexions, dans les phases traversées, tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a plein de trucs que l'on comprend, j'allais dire difficilement, c'est pas ça, mais qu'on comprend mieux si on fait partie de cette race des seigneurs que sont les fumeurs. Attends, l'humanité se divise en deux. Mitterrand disait que ça se divisait entre ceux qui ont lu les 2 étendards et ceux qui les ont pas lus. Moi, je dirais que ça se divise entre ceux qui fument et ceux qui ne fument pas. Mais voilà, moi c'est surtout ça qui me parle, plus que le scénario qui est quand même assez limité, et puis les répliques dites cultes, type le tabac c'est tabou, qui sont pas trop ma tasse de thé. Enfin, je dis ça, je parle des moments les plus connus, hein. Je les trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, assez inférieurs au comique de situation générale du film, qui est un truc auquel je suis beaucoup plus sensible dans toutes les comédies. Je suis pas forcément là pour passer mon temps à rigoler comme un bossu. J'aime bien cet esprit général qu'il y a dans un film. Sinon, sur les qualités, le cadre, en fait, on est assez proche du précédent. Le jeu d'acteurs, alors je suis désolé, ils sont très bons, moins caricatureux, je trouve, que dans le précédent, même si ça dépend, puisque là, je vous ai mis une scène où, voilà, on est quand même dans un petit peu grotesque, je trouve, la fin, mais bon. C'est un petit peu la même trame que les trois frères, la déchéance et la marginalisation de types que tout sépare et qui finalement se retrouvent inséparables. Donc très clairement, la mécanique, elle est complètement recyclée entre les deux, avec tout ce que ça génère on va dire, de répétition entre certaines blagues, certains comiques de situation. Mais il y a aussi une certaine image des années 90 que tout le monde... forcément, n'a pas le même plaisir à retrouver. Et puis, je trouve que c'est un peu des comédies qu'on ne fait plus trop, c'est-à-dire que c'est pas sociétal, ça nous casse pas les couilles avec ça, avec la moraline, c'est pas non plus léger au point de devenir débile, c'est pas... Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu coincé entre le dernier film de Didier Bourdon, Au secours, mon voisin est islamiste, où il joue un électeur du RN qui découvre le vivre ensemble, et puis la dernière comédie de Saoud Ben Saoud, Mohamed Apataya, où le pinacle de la drôlerie, c'est quand une chèvre se fait catapulter dans une piscine ou que sais-je, quoi. Voilà. Donc on est entre les deux. Voilà, ça évite d'être trop donneur de leçons et trop débile non plus. Ça a bien marché.
Ça va faire des millions d'entrées, je crois que ça en fait un peu plus de 4 en France. Voilà, je sais pas si je peux le regarder là tout de suite en entier, mais tu me mets 2-3 scènes, voilà, c'est sans aucun problème. Par contre, effectivement, les trucs du tabac c'est tabou ou Las Palais qui fume, voilà, me faites pas l'offense de croire que ça m'arrache un sourire, je trouve ça absolument atroce, mais ça fait rire les gens, donc tant mieux, mais c'est pas ce à quoi je suis sensible, et c'est pas forcément ce qui me touche le plus dans le film, c'est plutôt effectivement ce vécu qu'ont tous les gens qui fument ou ont été fumeurs, qui se retrouvent dans des situations qui parfois ne font pas réagir les gens, qui sont des toutes petites scènes comiques ou des phrases, mais qui, je trouve, ont vraiment saisissent parfaitement l'état d'esprit de quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. Et c'est quelque chose que je retrouve dans une autre série qui est absolument détestée par beaucoup de gens et adorée par d'autres, qui est Caméra Café, qui m'a jamais fait hurler de rire, mais que je trouve être d'une pertinence et d'une acuité vraiment hyper profonde sur beaucoup de choses qui passent parfois un petit peu, on va dire, à travers chez le grand public. Voilà. Mais j'étais obligé de faire cet hommage à la comédie française avant qu'elle ne devienne abominable. Voilà. Allez, à toi, Chouan. Je crois que c'est le dernier. Oui, juste. Oui, je l'ai vu celui-là. Bien sûr. Mais j'avoue que le pareil, je m'en souviens plus vraiment, à part le fameux le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Non, c'est atroce. Et la scène que tu as mis, effectivement, où ils font cette espèce d'orgie de bouffe. Pour avoir vu mes parents arrêter de fumer, bah, effectivement, généralement, ils avaient quand même tous tendance à compenser vers quelque chose d'autre. Ma grand-mère, c'était l'alcool, donc c'était pas beaucoup mieux. Ah non, effectivement, non. Et mon père, effectivement, il a pris un peu de poids. Donc, moi, n'ayant jamais fumé de ma vie, n'étant non-fumeur, il y a peut-être effectivement des choses qui me sont passées par au-dessus. Je pense Mais vraiment. on ressentait bien comment dire, cette tension. Mon grand-oncle, il avait arrêté de fumer depuis 50 ans, il me dit j'ai toujours envie, tu vois. Bien Donc, sûr. c'est ça qui m'a motivé à ne jamais essayer, d'ailleurs, pour le coup. Je me dis, putain, encore avoir envie 50 ans après, c'est l'horreur, quoi. Oui, la scène avec les diapos, ils disent bien ou pas bien, pareil. Mais c'est pas moi, ça revient. Oui, c'est pas ce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment leur déchéance et des scènes qui sont des vraies scènes de mecs, parce que pour le coup, eux étaient fumeurs et je crois que je me demande s'ils n'ont pas arrêté un peu dans ces moments-là. Et je pense que c'est peut-être ça qui leur a donné l'idée d'ailleurs. Mais c'est des scènes qui sont c'est pas hilarant encore une fois, mais c'est tellement bien foutu, c'est tellement vrai et tellement bien joué de la part de type. Moi je trouve Didier Bourdon, alors il est devenu ce qu'il est devenu, mais je trouve que c'est tellement un bon acteur, putain, dans ces rôles-là. C'est tellement un type qui a une formation classique, ça se voit, qu'effectivement il y a puis il y a l'esprit des années 90. Enfin il y a tout un ensemble de choses qui me touchent particulièrement et qui me font sourire, voilà, gentiment. Allez, vas-y, Chouan. Ben voilà, je suis content que ce soit le dernier, que ce soit pour moi peut-être un des meilleurs pour la fin. Tous les matins du monde, qui est sorti en 1991, d'une durée d'1h55, avec entre autres Gérard Depardieu, son fils Guillaume Depardieu, et Jean-Pierre Marielle. Donc le scénario est basé sur un roman du même nom, qui retrace la vie du compositeur Marin Marais, une vraie personne qui a vraiment existé pour le coup, hein, et donc la relation avec son maître Jean de Sainte-Colombe et ses 2 filles. Donc le film a reçu 7 Césars en 92, dont celui du meilleur film, et qui a contribué à en faire connaître au public un instrument qu'on appelle la viole de gambe. Pour raconter vite l'histoire, donc l'histoire elle se déroule en France au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Monsieur de Sainte-Colombe, interprété par Monsieur Marielle que l'on voit au milieu, est un maître absolu de la viole de gambe, un instrument à cordes. Il est dévasté par la mort prématurée de sa femme et il s'enferme dans un espèce de deuil perpétuel. Il est misanthrope effectivement, et il vit reclus à la campagne avec ses 2 filles, Madeleine et Toinette, et il refuse obstinément de jouer à la cour du roi, scène aussi splendide au début du film, parce qu'il la méprise. J'ai oublié de l'écrire, mais c'est un janséniste, ça n'aide pas non plus pour sa réputation à l'époque. Je ne vais pas réexpliquer. Oh là, t'as perdu tout le monde là sur janséniste. Mais ouais, qu'est-ce que le jansénisme, c'est trop long. Mais voilà, disons qu'il n'était pas en odeur de sainteté à la cour. Et donc en fait, il compose et il joue dans sa petite cabane isolée, parfois jusqu'à 15 heures par jour, d'une manière tellement pure qu'il parvient même à dialoguer avec le fantôme de son épouse. Parce que comme j'ai dit, il n'arrive pas à s'en remettre en fait de ce décès. Et un jour, un homme d'origine modeste, qui est très doué, mais beaucoup plus ambitieux que lui, vient lui demander de devenir son disciple. Et il s'agit de Marin Marais, interprété ici par
Guillaume Depardieu et quand il est plus âgé par son père. Mince. Gérard. Je sais plus pourquoi j'ai eu un trou. J'ai pas allé plus loin, parce qu'il se passe des choses dans le film. J'ai pas envie non plus de le gâcher pour ceux qui l'ont pas vu. C'est pas dans le film où ça fait partie de la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully dedans ou... Elle est dedans. Ouais, Elle est ça, dedans, ouais, tout c'est à ça. fait, au Ouais. moment où effectivement prend Marais au pic de sa popularité parce qu'il est musicien à la cour du roi. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de raconter la suite et aussi parce que je pense que c'est un film qui doit s'entendre. La musique forcément dans ce film est très importante et donc un des thèmes du film c'est qu'il y a des choses qui ne s'expriment pas avec des mots justement. Donc il faut le voir et il faut l'entendre. Et avant de parler sur des thèmes rapidement, moi je l'ai quand même très vite revu, pas en entier, mais j'ai un peu skippé quand même, mais quasiment en entier. L'interprétation de Jean-Pierre Mariel que j'ai toujours vu, généralement il joue plutôt dans des comédies où il joue un personnage particulièrement odieux, et c'est le fait qu'il soit odieux qui est amusant. Là il est dans un rôle tragique, et les jansénismes, il pourrait être un protestant austère, ce serait la même chose, et il est incroyable dans ce rôle. Je ne sais pas, j'ai pas d'autres mots. Je pense que ça joue du fait qu'il ait probablement les meilleures répliques du film. Donc en fait, il joue avec ses filles. Il joue, je ne sais, j'ai plus le nom de son groupe, genre les petites colombes. Et il y a un membre de la cour qui essaie de l'embaucher. Il le renvoie une première fois, et donc il revient à la charge avec je ne sais plus quel abbé, j'ai oublié son nom, mais il est aussi très bon cet acteur, parce qu'il a une toute petite scène, mais ils sont particulièrement odieux. Il a votre talent vient de Dieu, monsieur, et vous le gâchez ici au milieu de votre cour. Et il y a ce contraste entre lui qui est dans son habit, qui est très hollandais de nouveau, très protestant, et eux ils sont dans de très beaux vêtements avec des belles perruques. Et là, vous irez vous faire une perruque et vous irez enlever votre fraise, elle est du siècle précédent. Et quand Monsieur de Sainte-Colombe refuse, il a vous irez pourrir avec vos poules. Enfin, j'aime beaucoup cette scène. Et en fait, il a cette réplique, il dit votre palais est plus petit que ma cabane et votre public plus petit, moins qu'un homme. Il est splendide. Alors on dit que le roi est amusé, donc il le laisse tranquille. Mais comme c'est un ancien janséniste, il est prié les gens de la cour sont priés de ne plus aller voir de ne plus venir l'écouter. À la toute fin, quand un monsieur de Sainte-Colombe vieillissant a un dernier dialogue avec Marin Marais, et Marin Marais dit monsieur, est-ce que je pourrais vous demander votre dernière leçon? Et Marielle répond monsieur, je vais tenter de vous inculquer la première. C'est splendide. Voilà, il faut le voir. J'en ai vu un morceau, moi, mais je l'ai pas vu en entier du tout. Il faut le voir en entier, il faut l'écouter. Vraiment, ce film est excellent. Je l'ai vu récemment. Je voulais le voir depuis longtemps. J'ai dû un peu insister pour le voir avec ma femme, qui a aussi beaucoup apprécié. Je suis parvenu à trouver une version avec des sous-titres anglais, donc j'étais très content. Donc il y a beaucoup de thèmes abordés. Il y a le deuil, il y a la question du silence, contre le silence et la musique. Parce que voilà, Monsieur de Sainte-Colombe, il vit pour ça, il écoute la musique partout. À un moment, ils sont en train de manger, c'est son ami peintre, et il dit écoutez... Le pinceau de mon ami, c'est de la musique, il écoute le vent dans les arbres. Même quand il rentre chez eux et qu'il pisse sur une pierre, il dit ça aussi, c'est de la musique. Et la question de la transmission, parce que en fait, Monsieur de Sainte-Colombe est un génie absolu, et il écrit dans un petit carnet, mais il ne le partage avec personne. Et c'est ce qui donne cette scène à la fin, c'est que Marin Marais veut transmettre ça, et ce n'est qu'à la toute fin qu'il comprend le sens exact de ses paroles, malheureusement. Je n'avais pas compris ça. J'ai compris ça en voyant la fiche Wikipédia, mais en fait, effectivement, le film commence par la fin et Marin Marais fait sa dernière composition et en fait meurt juste après cette dernière. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film, en essayant de pas trop en raconter non plus. Orites, est-ce que comme tu l'as je l'ai vu, dit, toi? C'est un film qui s'entend. Il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui se vivent, par la musique notamment. Orites, est-ce que tu l'as déjà vécu par la musique, alors, ce film? Je ne l'ai ni vu ni vécu, du coup, forcément. Bah oui, fatalement, oui. Moi non Pas plus, lu le livre j'en non ai plus, vécu mais qu'un j'ai pas lu. petit morceau. Je n'ai pas lu le livre, là, pour le coup. Je savais même pas que c'était un livre, tu vois. Donc, on en apprend, là aussi, tous les jours. Notre méconnaissance est sans borne. Ma voix. Ok. Bon, avant que je meure, à toi, Orites, ton dernier, Mean Streets. Ouais.
Donc Mean Streets, qui a ce titre-là aussi en français, mais si vous voulez une traduction, au Québec, c'est Les rues Ah, chaudes. mais ils traduisent tout aussi, Donc ces cons-là. ouais, je sais. Du coup, de Martin Scorsese, 1973, avec Harvey Keitel et Robert De Niro. Donc, bah, j'avais envie de mettre un film de gangster ou un Scorsese, mais je me disais que Le Parrain ou Les Affranchis ou Casino, tout le monde aurait déjà vu, donc j'ai choisi d'aller plutôt sur celui-là qui est un peu différent. C'est un des premiers films de Martin Scorsese qui est très personnel parce que ça se passe dans un environnement qu'il a vécu et d'où il vient. Donc on est dans le New York du tout début des années 70 et on suit une poignée de personnages, à savoir du coup Charlie qui est interprété par Harvey Keitel, ben, à gauche sur l'image là, qui est le neveu de quelqu'un qu'on suppose être un capot d'une famille mafieuse de New York. On a le personnage de Niro qui est Johnny Boy, et qui est un espèce de voyou dégénéré qui est criblé de tête de tous les côtés et accro au jeu. Et on a en personnage moindre ben, le patron, le tenancier du bar où il traîne, Tony, et Michael, qui est une jeune recrue de la mafia qui essaie de se faire de l'argent un petit peu de tous les côtés comme il peut. Et donc, on a ce personnage principal, Charlie, joué par Harvey Keitel, qui est très marqué par la religion et en proie à des questionnements spirituels et qui essaie de compenser ses péchés liés à comment dire, Une son activité. futur, son futur de népotisme au sein de la mafia, quoi, en cherchant à aider ses proches et à aider les gens enfin, dans la rue, dans son quotidien, en fait, plutôt qu'en allant faire pénitence à l'église, parce que c'est comme ça qu'il vit, comment dire, une compensation de ses péchés, en gros. Et tandis que le personnage de Niro, Johnny Boy, lui, il s'enfonce de plus en plus dans les ennuis, il est très instable et il est de plus en plus dans la merde au fur et à mesure du film. Et donc le premier personnage essaie comme il peut d'aider le second. Et ça va entraîner, comment dire, l'intrigue du film, quoi. Mais c'est un film qui se limite vraiment pas à son intrigue. Je pense qu'on peut parler de Hangout Movie, un film où on a l'impression de traîner avec les personnages, en fait, qui est quelque chose qu'on dit parfois en parlant des films de Tarantino. Mais là, je trouve que ça s'applique encore mieux à ce film-ci, parce que vraiment, on suit le quotidien de ces personnages au fur et à mesure de leurs rencontres au bar et dans la rue. Et ouais, vraiment, on a l'impression de traîner avec eux dans ce New York des années 70 et d'être vraiment dans cet environnement. Et dans cet environnement de petits voyous, au final, ça présente pas la mafia et les films de gangsters comme on peut le voir dans d'autres films où on a les criminels qui ont du succès, le haut du panier, tout ça. Ici, c'est vraiment les petits gars de la rue, quoi, en gros. Et on suit les aventures de ce monde beaucoup plus, comment dire, qui Médiocre. est peut-être aussi beaucoup plus personnel pour Ah oui, Scorsese, qui est d'accord, ouais. davantage ce qu'il a vécu lui. Hmm. Et donc, il y a un côté un petit peu plus réel et naturaliste. Je sais pas si c'est vraiment approprié de mettre Non, ces mots-là mais là-dessus, je mais vois, c'est moins fictionnel, on est moins dans effectivement l'imagination de ce qu'est le gangster plutôt que ce que lui a vu et c'est vécu, c'est- quoi. c'est beaucoup plus à échelle de la petite personne, quoi. Ouais, ok. Et pour ce qui est de la réalisation du film, ben, Scorsese, on a déjà la patte de Scorsese, en fait. Il y a beaucoup de scènes avec des couleurs et des éclairages qui cherchent vraiment à avoir un rendu particulier. On a aussi des séquences en musique avec déjà des morceaux de la pop culture de l'époque qui sont intégrés au film, ce qui fera par la suite dans ces autres films qu'on connaît mieux, quoi. Et ouais, des plans assez originaux aussi. Donc très sympa à regarder et qui changent des films de gangsters qu'on connaît davantage d'habitude. Ok. Je l'ai pas vu, j'en ai vu d'autres plus confidentiels avec Harvey Keitel et compagnie, mais oui, effectivement, je n'ai pas vu celui-là. Soit. Un mot à dire, Jouan, avant qu'on passe au dernier. Je ne l'ai pas vu.
Soit. Je n'ai rien à dire. Eh bien, notre Eddy vous êtes, puisqu'on finit avec le Pacte des loups. Alors voilà, l'alliance fatale du film d'aventure et du film français. Donc notre Eddy pour les paysans du Gévaudan maquillés comme des vieilles putes. Notre Eddy pour Samuel Le Bihan, noble aventurier accompagné de son indien qui fait du kung-fu contre les vilains en plein 18e. Notre Eddy pour les nobles qu'on croirait sortir d'un sketch sur YouTube avec Jean-Yann et le mec qui joue le commissaire dans Taxi dont j'ai complètement oublié le nom, avec Vincent Cassel aussi en roue libre. Pareil, les Romano déguisés en mecs de Mad Max qui font du kung-fu, la bête du Gévaudan, voilà, on est dans la roue libre un petit peu. Donc c'est tout le monde croit à un nanar total une fois dit ça, mais non. Alors le synopsis en quelques mots, on est en Lozère au moment de l'histoire de la bête du Gévaudan, donc vers 1765 je crois, et on a deux mecs qui sont envoyés pour enquêter, un noble et son indien de poche. Joué par qui j'ai dit, il y a pléthore, j'ai mis là, il y a pléthore d'acteurs connus. Vincent Cassel, Jean-Yann, Samuel Le Bihan, Marc Dacascos, Monica Bellucci, voilà, c'est la foire. Émilie Dequesne aussi, paix à son âme. Je crois qu'elle était belge d'ailleurs, cette actrice. Bref, donc ils font leur truc, comme vous en doutez, ils vont découvrir que derrière tout ça, s'il y complot, et on passe alors dans un espèce de film mystique d'Indien, et puis finalement, le grand méchant est trouvé, en même temps on s'en doutait, c'est débile, et je vous en dis pas plus pour ceux qui voudraient le voir. Mais, parce qu'il y a un mais, j'en ai dit du mal, on pourrait se dire du coup que c'est affreux. Alors en effet, on regarde pas ça pour le côté historique, même si ça s'inspire, je crois, de diverses théories émises dans les bouquins sur la bête et son histoire. En même temps, comme on n'en sait rien de certains sur la chose, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, c'est complètement anachronique, on fait du kung-fu en Lozère au 18e, peu importe, c'est pas bien, mais il y a des qualités. Au-delà du casting imposant, mais disons variable dans le talent. En fait, si on prend le côté un petit peu kitsch, c'est quand même un hommage et une tentative d'insuffler un truc nouveau dans un cadre franco-français. Alors avec un mélange un petit peu barbare, mais c'est pas désagréable, c'est divertissant. Je sais pas si on est dans un pastiche assumé ou une tentative audacieuse, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a une démarche, il y a une esthétique, hein. Vous voyez la scène d'arrivée des deux là avec leur tricorne et leur couvre-bouche. La scène d'introduction, je suis désolé, c'est une des meilleures du cinéma d'action de tous les temps. Je maintiendrai ça jusqu'au bout. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de grosses productions qui osent un petit peu chez nous la surenchère, cette espèce de mélange un petit peu bordélique en s'inspirant de notre histoire. Voilà, c'est l'envie de dire qu'on n'a pas besoin d'être américain pour faire du karaté avec Louis XV, quoi. Et peut-être que certains ne le savent pas, mais le film a été un très gros succès. Je crois qu'il y a plus de 5 millions d'entrées en France. En fait, c'est un peu comme le 13e guerrier, c'est n'importe quoi, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de gens qui l'adorent et beaucoup de gens qui le détestent. Même la critique officielle, pour le coup, j'ai regardé, a été partagée à la sortie entre très grands films et Atrocité sans nom. Mais il a des défauts, mais je trouve que c'est important de dire quand il y a des choses bien. À l'époque, il y a 25 ans, donc je crois que le film est de 2001. Il a coûté 30 millions d'euros, c'est une super production du temps. Et il a décidé d'aller à fond dans son délire avec comme trame notre histoire, et pourquoi pas faire de la capoeira amende après tout. Donc pas de complexe, on emmerde un petit peu les Américains, et franchement, c'est pas un mauvais film, je salue l'initiative, il y a une vraie proposition, il y a une vraie patte. Si vous le connaissez pas, regardez-le, je vous jure, vous serez surpris si vous n'êtes pas trop premier degré, bien sûr, parce que c'est effectivement assez délirant, mais c'est un film qui a tenté quelque chose, et je trouve qu'il faut lui rendre hommage parce que c'est prendre un risque, et dans le cinéma français c'est pas toujours le cas, et pour le coup, même si on peut discuter du caractère de réussite absolue ou non, c'est un film qui sort un petit peu de l'ordinaire quand même. Et au pire, comme les autres, hein, vous tapez ça sur YouTube, vous regardez 2 minutes, voir si ça peut vous plaire ou pas. Je sais pas si vous l'avez vu, j'imagine quand même que vous l'avez vu, me dites pas que vous avez pas vu le Pacte des loups quand même, merde. Je l'ai pas vu. Et non plus. C'est incroyable. Au moins je suis pas venu pour rien. Donc, Mais t'as une sacrée manière de vendre la chose en tout cas. mais je le pense, hein. Je pense vraiment que c'est un film qui, en plus de ça, pour le coup je l'ai dit, j'ai été vérifié par acquis de conscience, mais qui a vraiment divisé la critique. Il y en a qui ont trouvé ça absolument formidable et d'autres qui ont trouvé ça atroce. Et je pense que c'est un peu l'effet que ça produit. Je sais pas comment ça a vieilli, mais si vous le regardez, soit vous allez vous dire putain, c'est vraiment différent. Après, si vous le regardez dans une optique française, vous voyez Vincent Cassel faire ses trucs, vous allez dire bon, c'est ridicule. Effectivement, ça peut sembler l'être, et l'histoire tient pas debout, c'est complètement débile. Mais je trouve quand même que effectivement, on a
un film qui sort de l'ordinaire en France, avec un énorme budget, et qui a essayé de faire quelque chose. Après, chacun jugera de la réussite ou non de l'entreprise. Mais c'est pas un film qu'on voit tous les jours. Il y a un côté effectivement assumé, film d'action, un petit peu gros budget à l'américaine et compagnie en France dans notre cadre historique. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas si souvent que ça. Un petit peu comme des films de guerre, voilà, qui vantraient notre histoire ou qui ferait quelque chose. On est toujours un petit peu chez nous dépourvu de ça et on doit se nourrir de cinéma américain pour un petit peu vanter notre histoire. Enfin, tu vois, si demain ils font un film, ce sera Dunkerque. Il n'y a pas de français dedans, quoi. Donc tu vois, c'est un petit peu dommage et je trouve qu'il y a des choses à raconter sur notre histoire et quitte à faire un truc un peu grotesque et faire du kung-fu à un Indien contre des vilains, bon, pourquoi pas, écoute, faut assumer la chose, hein. Je trouve que c'est... Enfin voilà, je trouve qu'on est partagé. Après, si nous, on aurait tendance à faire des films historiques, guindés, voilà, c'est un peu chiant. Ce serait un petit peu comme la Jeanne d'Arc de Luc Besson. Le film m'a pas... j'ai pas trouvé ça Oh terrible. non, Je, non, je pensais justement à ça Non, tu vois, quand. le film, je l'ai pas trouvé terrible, mais au moins, il a essayé quelque chose. Après, encore une fois, tu peux discuter des qualités de la chose, mais je trouve que merde, enfin, tu vois, on va pas Il laisser ça encore aux n'y a pas Américains. que du mauvais non plus dans Jeanne d'Arc de Luc Besson. Ouais. Non, Il y a quelques choix d'acteurs qui sont sympas, notamment. c'est ça. Je trouve qu'il y a 2-3 trucs et on va pas encore laisser ça aux autres. Ou à merde, autant essayer de faire un truc nous-mêmes, même si on peut discuter du caractère français du film et compagnie. Mais je trouve qu'il y a quand même la volonté de produire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, voilà, faire des films à costume chiants sur un mec qui fait de la viole de gambe, bon, c'est bien, mais c'était... non, mais tu vois... il ne dira pas du mal de tous les matins du monde, non, enculé. j'en dis absolument pas du mal. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un créneau entre ça et la comédie avec l'autre con là qui fait des films toutes les 5 minutes, genre Nicky Larson ou je sais pas quoi, là, le mec qui fait tous les films d'humour de France. Oui. Tu vois, on peut peut-être trouver un interstice entre les deux pour produire un film sur notre histoire avec un gros budget qui assume un côté un peu délirant où on s'attendrait à voir ça dans un film américain débile avec je sais pas quoi, Orlando Bloom quoi. Donc voilà. Mais j'ai essayé de le vendre Ouais. comme je pouvais et Un non film sur franchement. Bayard avec. Ouais, voilà, c'est ça. Brad Pitt qui joue Bayard et qui lance des éclairs quoi. Donc bon, c'est peut-être trouver un espèce d'interstice entre les deux. Et j'ai essayé de le vendre comme je pouvais, mais franchement, moi, c'est pas un film qui me déplaît. Je trouve que ça se regarde, en fait. Tu vois, tu prends un paquet de Si tu pépitos. remets l'image de l'affiche, je trouve la police du titre particulièrement dégueulasse. Ah, je sais même pas si c'est. Je pense pas que ce soit la fiche du film. Je pense que c'est un truc de. Tu vois, machin édition remasterisée. À mon avis, c'est un DVD, à mon avis. Ouais. Ça fait truc de roman jeunesse. Ouais, je vois ce que des tu veux années dire. 2000, je sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, on dirait Harry Potter un peu. Et mais enfin, tu vois, c'est Christophe Gans. Bon, je crois qu'il a fait Silent Hill récemment. Je crois qu'il fait toujours des films. Mais bon, c'est encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est un peu les tentatives de l'époque, tu sais, genre Cinquième Élément, les tentatives de Luc Besson de faire des gros films, voilà, estampillés un peu mi-français, mi-américain. C'est un peu ce côté-là, quoi. On a essayé de faire des trucs, bon, ça marche pas. Et puis on peut toujours saluer les audaces, hein, ça c'est sûr. Bah, on va pas se taper Omar Sy en Arsène Lupin toutes les 5 minutes, quoi. Peut-être qu'on peut essayer de faire un peu autre chose. Mais non, mais bon, c'est bien, quoi. Mais il y a autre chose aussi. Non, enfin voilà, ça se regarde. Franchement, jetez un coup d'œil. Il y a moyen de passer un bon moment et parfois de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça fait partie du plaisir du cinéma aussi, quoi. Voilà pour ce soir. Eh ben, on en a terminé avec notre liste. Parfait. Bah écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on se retrouve. Je sais plus. Je peux pas dire quand Les est-ce qu'on se livres. retrouve. Ouais, les livres, c'est dans pas très Les longtemps. avant. Il y a puis les jours il y a un top 5 des pires livres aussi qui arrive à un moment avec Hazard et Pierre, mais on verra tout ça. En tout cas, vendredi. On va mettre un Virgile Despentes dedans. C'est probable, mais moi non, j'ai mis des trucs bien particuliers, mais j'ai mis vraiment les livres qui m'ont pas plu, mais c'est pas lié forcément à des auteurs qui sont à chier. Peut-être que ce sera l'occasion de parler un peu. Bon, vendredi, on se retrouve en tout cas. T'es là, Aurictes, vendredi pour le GeoGuessr? Ouais, normalement, il n'y a pas de souci. Eh ben, vendredi, on va GeoGuesser, on va essayer de te mettre ta pilule. Et puis, dimanche, on parlera des maladies à l'aube de la civilisation occidentale. Voilà. C'est tout pour le programme. Bon, bah, je vous remercie, les gars. C'est gentil d'être venus. On se retrouve quand on se retrouve. Et d'ici là, portez-vous bien. Hein, bonne fin de semaine à vous. Ciao tout le monde. Ouais, salut, ciao. Ciao.